Alors, bonjour et bienvenue à vous tous. On va commencer d'ores et déjà, on va être ponctuel parce qu'on a un contenu assez chargé. Je vous informe oui, dès maintenant qu'on souhaite enregistrer cette diffusion pour pouvoir après permettre à ceux qui sont en congé notamment et ceux qui voulaient y assister, qui ne pouvaient pas, de pouvoir y assister en replay. Voilà, donc bien entendu, si cet enregistrement vous pose difficulté, n'hésitez pas à nous le signaler. Voilà, je vous en remercie. Donc nous sommes trois aujourd'hui pour animer cette présentation. Donc on va se présenter, faire un petit tour de table et puis un peu expliquer chacun notre rôle. Donc moi je suis Thomas Fetti, conseiller en prévention pour le centre de gestion de la fonction publique de Sèvres. Donc voilà, je vais pouvoir dérouler la présentation, le contenu, et puis Thomas Pommier et Christophe Buchot qui vont se présenter vont pouvoir me seconder et m'accompagner bien entendu. Thomas, je te laisse te présenter, expliquer un peu quel est ton rôle. Donc, Thomas Pommier, également conseiller en prévention pour le centre de gestion des Deux-Sèvres, en charge de l'accompagnement des collectivités territoriales. Mon objectif, moi, aujourd'hui, ce sera plus d'essayer d'être peut-être un peu moins présent. C'est Thomas qui se chargera de l'animation. Mais pour justement essayer de répondre à vos questions éventuelles, vous pouvez utiliser le chat ou la partie QR. Et j'essaierai justement de relayer vos interrogations, vos points de précision, ce que vous pourrez avoir besoin dans la présentation au fur et à mesure de celle-ci. Christophe, je te laisse te présenter. Tu m'entends? Bonjour, je suis Christophe Buchot, je suis conseiller en prévention de la communauté de communes du Thouarcet. Et la particularité de mon activité, c'est que je suis mise à disposition des collectivités du territoire. Et puis, je vais essayer de participer avec les deux Thomas au déroulement et essayer de répondre sur l'application sur le terrain, en fait, des choses qu'on a pu mettre en place ou qu'on a eu des difficultés à mettre en place ou qu'on n'a pas mis en place du tout. Donc voilà, merci. Merci à vous. C'est vrai qu'effectivement, voilà, on avait besoin justement de pouvoir gérer vos questions via le chat et puis d'illustrer concrètement ces mesures, parce que c'est vrai que le centre de gestion est là pour soutenir et apporter des conseils, mais c'est vrai que par rapport à d'autres conseillers de prévention sur le territoire qui étaient plus vraiment dans la mise en œuvre concrète des mesures, qui nous ont donné des conseils bien entendu à distance, on trouvait intéressant d'avoir justement ce retour d'expérience. Donc via le chat, si vous ne l'avez pas activé dans les petits ronds que vous avez en bas de votre écran, vous avez une bulle, vous pouvez l'ouvrir. N'hésitez pas à poser vos questions. Thomas justement aura pour charge de les relayer en fin de partie. En fait, à chaque partie, il y aura un petit temps justement de questions si nécessaire. Également, je vais vous présenter là l'ordre du jour. Il y a 3 points qui sont peut-être plus spécifiques, hein, les 3 derniers, enfin en tout cas les avant-derniers. Tout ce qui est accueil des enfants de 0 à 3 ans, accueil de collectifs de mineurs et piscine et équipements sportifs, qui sont peut-être plus spécifiques. Donc là, n'hésitez pas à nous indiquer d'ores et déjà s'il y a des sujets que vous souhaitez approfondir. Parmi ces 3-là, les autres seront balayés bien entendu parce qu'ils sont assez génériques. Donc n'hésitez pas à nous le dire et comme ça on pourra gérer nous aussi adapter la présentation à vos besoins. S'il n'y a pas de demande particulière sur ces 3 points, peut-être que nous ne les aborderons pas si le temps ne nous le permet pas. Autre point, on aurait aussi voulu avoir votre retour d'expérience sur le confinement si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas aussi là en ce début de présentation à nous faire part un peu de votre ressenti, de votre vécu, de comment vous l'avez perçu et des événements qui ont pu jalonner ce confinement. Voilà, et puis Thomas se chargera d'en faire la synthèse. Moi, j'ai commencé à dérouler la présentation, et puis voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part de tous ces éléments-là si besoin. Enfin, s'il y a des questions que vous formulez auxquelles on n'a pas les réponses, bien entendu, on prendra les coordonnées de votre collectivité et on reviendra vers vous, parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder, mais il y a aussi beaucoup de sujets impactés par le Covid, plus ou moins spécifiques. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, si on n'a pas la réponse en direct, on reviendra vers vous avec plus d'éléments. Donc l'idée là aujourd'hui, c'est de voir à la fois les principes généraux de ce déconfinement, alors qui date du 22 juin, mais qui est aussi d'actualité avec justement le port du masque obligatoire qu'on va pouvoir revoir là. Ça nous semblait intéressant. Bon,
forcément pour ce sujet d'actualité, mais aussi pour l'étape 3 du déconfinement, même si ça date d'un moment, de refaire peut-être une piqûre de rappel. Et je crois que le contexte nous confirme que c'était judicieux, puisqu'on a des frémissements de circulation du virus. Hein. On est bien loin, bien entendu, d'une deuxième vague, mais ça nous semblait plutôt intéressant de pouvoir justement reparler un peu de ce sujet, même si on a entendu déjà beaucoup parler. Donc on verra comment cette étape 3 préconise d'organiser l'activité. Un petit point sur les EPI, les équipements de protection individuelle, le nettoyage des locaux. Enfin, les 3 sujets spécifiques dont je vous ai parlé précédemment. Et puis un point sur les autres éléments. Et vous avez une dernière diapositive appelée référence où sont mentionnés tous les liens utiles et nécessaires sur les questions qu'on aura pu aborder aujourd'hui. Donc, au niveau des principes généraux, l'étape 3 du déconfinement, donc vous voyez qu'il y a de quoi cliquer retour au sommaire. Là, vous ne pouvez pas, mais ce document est sur le site du centre de gestion en PDF. Et là, vous pouvez naviguer justement d'une partie à l'autre, puisque c'est un document assez conséquent. L'idée, c'est d'avoir une souplesse à ce niveau-là. Donc, cette étape 3, en fait, se substitue, ce protocole donc du 24 juin, hein, se substitue à la fois au protocole précédent du 3 mai et aux 90 guides qui avaient déjà été élaborés. Donc, c'est vrai que c'est ce document-là qui remplace un peu tout. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'intérêt, bien au contraire, ça donne des idées, mais ça n'a plus de valeur normative, ce n'est plus qu'une valeur indicative. Parce que bien entendu, et ça maintenant là je crois que tout le monde en a conscience vu le contexte, hein, la situation sanitaire est en voie d'amélioration, mais il ne faut pas relâcher sa vigilance, puisqu'on le voit bien aux actualités en ce moment, le risque est toujours présent. L'idée, c'est d'évaluer, pour évaluer les risques d'exposition au virus, hein, c'est tout simplement les mesures fondamentales de la prévention des risques professionnels, donc mettre en œuvre des mesures qui visent à supprimer le risque à la source, réduire, quand on ne peut pas supprimer, réduire le risque, donc réduire les expositions, privilégier la protection collective, donc on est plus sur des écrans qui vont protéger tous ceux qui sont sur le poste de travail plutôt qu'un masque qui va être dépendant de chaque individu, faire des plans de circulation, des choses comme ça. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui va être collectif qui est beaucoup plus efficace toujours que tout ce qui est individuel. Et puis mettre en place les mesures de protection des agents répondant au protocole qui va être détaillé ultérieurement. Ce protocole qui est intéressant parce qu'il répond à pas mal de débats qu'il y a pu avoir pendant le confinement, notamment justement sur les EPI, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis 3 points, 3 piliers, c'est s'appuyer sur le dialogue social, voilà, vraiment faire ça en concertation, communiquer, informer les agents et les usagers sur les mesures à respecter, à mettre en œuvre, et puis avoir un référent Covid. On reviendra aussi sur ce point. Pour être dans l'actualité, je vous propose de commencer donc par la question du port du masque obligatoire dans les espaces publics clos et ce fameux décret de vendredi qui est paru au journal officiel samedi. Mise en œuvre à partir d'aujourd'hui, de lundi, bien entendu, ça tout le monde, je pense, en avait connaissance, et vient modifier le décret du 10 juillet qui listait déjà un certain nombre de mesures de prévention à mettre en œuvre. Dans ce décret, explique en fait que le port du masque, bien entendu, est donc obligatoire dans les lieux publics clos, comme vous avez dû en entendre parler. En fait, tout simplement, pour être plus précis, hein, ça concerne 2 catégories de RP, 2 types de RP, W et M. Donc W, c'est tout ce qui est administration et banque, donc c'est là où ça concerne les collectivités. Alors, administration, à l'exception des bureaux. Je vais revenir sur les bureaux, donc c'est vraiment les espaces de contact avec le public. Et puis, tout ce qui va être marché couvert. Et les ERP type M, tout ce qui est magasin de vente, centres commerciaux. Bien entendu, l'exploitant peut aller au-delà et mettre des mesures de restriction sur d'autres types d'établissements. Donc, vous voyez, c'est assez simple, j'ai envie de dire. Ça fait un certain nombre d'établissements en plus, mais c'est pas non plus, voilà, ça reste assez précis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça vient compléter des obligations qui étaient déjà présentes sur un décret qui était sur le décret justement du 10 juillet. Et on en parlait récemment avec un autre conseiller de prévention sur certains types de RP où l'information n'avait pas forcément été très claire et n'avait pas été retenue, notamment les établissements de type L qui concernent en fait les salles de réunion. Donc ça peut concerner les salles de réunion dans vos structures. J'ai mis en gras ceux qui vous concernaient déjà, donc tout ce qui est type R. Donc établissement d'éveil, d'enseignement, formation, centre de vacances, centre de loisirs sans hébergement, bibliothèque, centre de documentation pour les types S, établissement sportif couvert, type X et type Y, les musées, et puis établissement de plein air aussi, type PA.
Donc là, vous avez toute la liste. N'hésitez pas à la consulter en détail. Et voilà, ça répond quand même à pas mal d'interrogations, savoir où il faut rendre ce port du masque obligatoire. Sachant qu'après, bien entendu, dans cette liste-là notamment, il y a des mesures d'adaptation à mettre en place. Je pense au restaurant, même si ça ne concerne pas forcément les participants de ce webinaire, mais où voilà, on le porte lors des déplacements, mais pas lorsqu'on est à table. De même pour les salles de sport, où on va le porter lorsqu'on se déplace, mais pas lorsqu'on réalise l'activité physique. Donc les espaces de travail, les entreprises d'administration, donc j'ai aussi élargi au secteur privé, sont donc concernés lors de l'accueil du public. Le fonctionnement interne relève bien entendu du protocole qu'on va vous présenter aujourd'hui, de l'étape 3 du déconfinement. Et le port du masque était déjà obligatoire lorsque les mesures de distanciation physique ne pouvaient pas être respectées. Ça, on reviendra dessus. L'exploitant d'un des ERP concernés par ce décret doit afficher la consigne à l'entrée de l'établissement, port du masque obligatoire, comme vous le voyez désormais à l'entrée de tous les magasins ou autres établissements recevant du public. Une affiche, un modèle d'affiche est disponible sur le site du CDG si besoin. Et puis conditionner l'accès du bâtiment au port du masque, bien entendu. Voilà. Si les usagers ne respectent pas, une contravention pourra leur être établie. Et bien entendu, ce n'est pas l'exploitant qui va l'établir. Et cela n'est valable que pour les personnes de plus de 11 ans. Quelle que soit la préconisation en termes de masque, ça ne vaut que pour les personnes qui ont plus de 11 ans. En ce qui concerne la distribution des masques, le gouvernement a indiqué que nombre d'entre nous avaient déjà des masques depuis plusieurs semaines, qui sont fortement disponibles et à l'achat, que ce soit en pharmacie ou en grande surface. Donc pas de distribution prévue, hormis une attention particulière pour les publics précaires, identifiés notamment comme ceux qui bénéficient de l'aide médicale d'État ou de la CMU, où là une distribution grand public sera certainement mise en place. Et sur les lieux touristiques, et là les autorités de l'État prendront contact avec les autorités locales pour voir comment organiser ces éléments-là. Enfin, pour rappel, au-delà de ce décret, excusez-moi, vous voyez, je suis perturbé par le chat, alors c'est le rôle de Thomas. Mais on reviendra à vos questions, bien entendu, juste après. Là, c'est la dernière diapositive, justement, de la partie, donc on va pouvoir y répondre. En situation, c'est ce qu'on disait précédemment, situation d'impossibilité de respect ou de risque de rupture de la distanciation physique, le port du masque est obligatoire pour les agents. Masque grand public pour tout agent et masque médical pour les personnes identifiées comme à risque. On reviendra aussi là encore plus en détail sur les personnes à risque. Lorsque le masque n'est pas utilisé, parce que bien entendu on dit 4 heures d'utilisation, mais ça c'est dans le milieu médical où on a vraiment un protocole très strict et à la fin de chaque opération finalement on va jeter le masque. Là il peut être suspendu à un crochet, un porte-manteau, c'est ce que je préconise le plus parce que sinon il peut être replié, mais il faut éviter les contacts intérieurs-extérieurs, donc ne pas le rouler, stocké dans une pochette. Donc voilà, mais après la pochette elle-même peut être contaminée, donc le plus simple si vous pouvez c'est le suspendre au rétroviseur de la voiture ou un porte-manteau dans votre bureau. Un agent doit porter un masque lorsqu'il est amené à être en contact avec un groupe de personnes qui n'en portent pas, même si eux n'en portent pas, lui doit en porter. Et bien entendu, les masques FFP2 ne sont là que pour les personnels médicaux. Voilà pour ce sujet d'actualité et le sujet un peu du week-end et du jour. On l'a balayé d'entrée de jeu, mais au moins ça répond à vos interrogations pour ceux qui étaient en tout cas là pour ce point-là. Thomas, Christophe, est-ce que vous avez... Oui, excuse-moi Thomas. Juste une petite précision par rapport aux collectivités et par rapport au port du masque. Au niveau des accueils, pensez à laisser quelques masques pour les usagers pour éviter les tensions, les contentieux même, parce que nos agents d'accueil sont en difficulté quand ils demandent après d'imposer le masque aux usagers qui ne l'avaient pas en rentrant et qu'ils l'auraient peut-être oublié, sans parler qu'ils le fassent exprès, et qu'ils l'auraient oublié. Il faut laisser quelques masques à disposition du public et comme ça évite toute difficulté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
C'est intéressant, tout à fait, ouais, de pouvoir mettre des masques à disposition. Ça évitera les difficultés. Ça ne fait pas partie des obligations de l'employeur, enfin de l'exploitant, mais c'est vrai que ça va pouvoir faciliter la mise en œuvre de la mesure et aussi apaiser effectivement les tensions, comme le disait Christophe. Et par rapport à la question posée justement sur l'exploitant qui est verbalisé, a priori non, d'après les informations que j'avais. À partir du moment où l'exploitant met l'affichage en place, son obligation, elle est là. Il ne peut pas être verbalisé. Il pourrait être verbalisé effectivement s'il n'affiche pas, mais à partir du moment où il met en place l'affiche, a priori, il ne peut pas être verbalisé. C'est ce qui a été défini pour justement rassurer un peu les exploitants. Voilà. Est-ce qu'il y a priori, il n'y a pas d'autres questions? Thomas, de ton côté, tout est bon? J'imagine que oui. Il est en back-office, justement, oui. Il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est une contravention de type 4 individuelle. Pour le non-port de masque, l'essentiel, c'est l'affichage. Après, je pense qu'au niveau de la communication de l'État, ça a été assez clair et que tout le monde doit être informé. Effectivement, le vrai risque, que précisait Christophe, c'est l'oubli du masque, parce que malgré tout, on n'a pas encore ce réflexe. Et effectivement, pour détendre l'atmosphère, de pouvoir en proposer au moins quelques-uns, c'est une bonne solution. Parfait, merci pour ces compléments. Donc, partie suivante, pour revenir à cette étape 3 du déconfinement, hein, qui date déjà d'un mois, mais comme je disais, un petit rappel, ça fait jamais de mal, parce qu'avec le temps, on a tendance un peu peut-être à s'éloigner du texte d'origine. Donc, en ce qui concerne l'organisation de l'activité, donc, comme je vous disais, je vais aller assez vite, parce qu'on a pas mal de choses à balayer. N'hésitez pas, bien entendu, à revenir sur des points si nécessaire. Donc, en fait, le centre de cet état 3, c'est les gestes barrières, la distanciation physique. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui, l'essentiel des mesures de protection à mettre en œuvre sont celles-ci. Le respect d'une distanciation d'au moins 1 mètre entre les personnes devient la règle. Alors 1 mètre, hein, c'est loin d'être excessif, hein, donc c'est assez facile à atteindre. La jauge dont on entendait parler des 4 mètres carrés par personne est désormais en fait qu'un simple outil proposé à titre indicatif. Voilà, ce n'est plus du tout contraignant, mais par contre ça peut aider. C'est-à-dire que sur des espaces clos, voilà, parfois il faut essayer d'évaluer, l'exploitant doit évaluer combien de personnes peuvent être accueillies. Ça reste un indicateur de référence, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être un bon moyen d'évaluer justement les besoins. En cas de difficulté, là encore, au respect de cette règle, le port du masque est obligatoire. Donc voilà, c'est au niveau des espaces professionnels, la règle est celle-ci. Si on ne peut pas respecter la mètre, il faut porter un masque. Pour tout ce qui est l'activité en présentiel, l'objectif est effectivement de diminuer l'affluence et les croisements. Donc, le télétravail n'est plus la norme, mais reste une solution à privilégier. Voilà, c'est jouer sur les mots. Avant, c'était la norme. Le centre, c'était le télétravail et le présentiel l'exception. Là, maintenant, on est un peu sur le paradigme inverse, mais il n'empêche que le télétravail doit quand même être mis en place dès que cela reste possible et compatible avec l'activité de l'agent et de la structure. Des horaires de travail différentes peuvent toujours être mises en place. Et puis, un plan de circulation peut être proposé justement pour éviter les croisements et fluidifier un maximum les regroupements et les circulations. L'objectif n'étant pas de freiner les circulations, mais bien de fluidifier. La distanciation physique, c'est ce que je vous disais, hein, l'employeur doit définir une jauge, un nombre de personnes pouvant être présents simultanément dans un même espace. Et par contre, vous devez afficher à l'entrée de la salle de réunion, de la salle de convivialité, combien de personnes maximum peuvent être présentes en même temps. Des dispositifs de séparation entre agents et usagers, type écran transparent, peuvent être mis en place pour certains postes de travail, postes d'accueil notamment, en complément du masque qui maintenant est obligatoire. En ce qui concerne les vestiaires, là encore, hein, l'idée c'est de pouvoir respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique avec au moins 1 mètre d'écart entre chacun. Et les casiers sont de préférence, enfin sont même à usage individuel et font l'objet d'un nettoyage quotidien sur un produit actif sur le virus du coronavirus. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ces questions de nettoyage, notamment dans la partie nettoyage des locaux. Un produit virucide, donc c'est un produit qui répond à une norme particulière, mentionnée là dans le document que vous avez à l'écran. Ça peut aussi être d'autres produits comme l'eau de Javel avec une concentration de 0,5 en chlore actif. Voilà, ça vous fait par exemple 1 litre de Javel à 2,6% dans 4 litres avec 4 litres d'eau froide. Alors,
Beaucoup de préventeurs, hein, enfin en tout cas moi c'est mon cas, mais je pense que je suis pas le seul, ont un peu dû mettre leur mouchoir sur certaines convictions pendant cette crise. L'eau de Javel, on essaye de lutter contre parce que ça peut être très très dangereux. On peut avoir des interactions, hein. L'accident classique, hein, c'est je mets un peu de soude pour détartrer mes toilettes parce qu'ils sont entartrés, je tire la chasse, mais il reste quelques gouttes, je mets de l'eau de Javel et ça me crée du gaz moutarde, ni plus ni moins. Donc je vous laisse imaginer les conséquences, hein, sur l'appareil respiratoire. Donc voilà. Mais bon, en période de crise, hein, il faut faire avec. C'est un peu comme les masques. On avait le discours un masque pour telle activité, il faut bien respecter, pas n'importe quel masque pour n'importe quelle situation. Mais voilà, en période de moyens limités, il faut bien faire et s'adapter, bien entendu. Donc voilà. Mais il faut toujours rester prudent, en tout cas sur ces opérations de désinfection, parce que donc il y a un risque chimique et il y a aussi un risque physique pour les agents à nettoyer en permanence. Ça peut créer des troubles musculo-squelettiques. Donc voilà, grande vigilance sur ces actions-là, voilà, qui seront un peu plus redétaillées dans la partie sur le nettoyage des locaux. Christophe, je te voyais réagir. Est-ce que Oui, juste par rapport au vestiaire, pour avoir travaillé là-dessus, aussi bien auprès des services techniques et aussi bien auprès des agents de collecte des déchets, la grosse difficulté, c'est la distanciation. En fait, les vestiaires sont très très proches les uns des autres. Donc en fait, le choix a été fait de les faire embaucher en horaire décalé, par équipage, en horaire décalé, pour qu'ils soient maximum 3 pour les petits vestiaires, dans le même espace, mais bien séparés, et maximum 6 pour les grands vestiaires. C'est comme ça qu'on a fait avec un cheminement. Une entrée, une zone salle et une zone propre et une sortie. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. oui, voilà, il y a effectivement, et ça c'est intéressant, voilà, de pouvoir mettre en place tout ce circuit, toute cette rotation et ces horaires décalés pour justement fluidifier un maximum. Et c'est des choses qui peuvent encore rester d'actualité puisqu'il est bien préconisé d'avoir des horaires décalés et de faire un plan de circulation. Donc on est tout à fait encore d'actualité dans l'étape 3 du déconfinement. Le partage d'équipements, comme vous le voyez à la fin de la diapositive, l'idée c'est de garder des équipements individuels pour chaque agent. Mais bien entendu, il y a certaines activités pour lesquelles c'est pas possible. Dans ce cas-là, il faut désinfecter, là avec un produit virucide, les équipements en commun, ou alors mettre en place un protocole sanitaire où on laisse l'équipement non utilisé pendant 24 heures minimum, par exemple, lorsqu'on ne peut pas désinfecter directement l'équipement. Et puis l'idée c'est aussi bien entendu de se laver les mains régulièrement, puisque si on touche, si tout le monde se lave les mains, l'objet ne sera pas contaminé, en tout cas par les mains, il sera peut-être contaminé par voie orale, mais ça va limiter le risque de transmission manuportée. Et puis informer les agents des protocoles et des procédures à respecter lorsqu'ils partagent des équipements. Enfin, les véhicules. Avant, on avait un seul agent par rangée. Maintenant, on peut être 2 par rangée de sièges. Par contre, le masque est obligatoire. Il y a obligation de porter les masques lorsque on est plusieurs dans un même véhicule. Donc pour être plusieurs, hein, donc il y a respect des gestes barrières, le port du masque, respect des gestes barrières. Donc il faut que chacun essaye de toucher le moins possible l'intérieur du véhicule. Le conducteur, bien entendu, hein, doit toucher les commandes. Mais pour ça, une hygiène des mains va permettre justement de limiter les virus qu'il pourra déposer dans le véhicule. Et on va nettoyer toutes ces parties de contact. Donc ça va être les poignées, les commandes, le frein à main, le levier de vitesse et le volant, voilà, essentiellement, dans les grandes lignes. Là encore, vous retrouvez des fichiers un peu plus détaillés au niveau du site du centre de gestion. Et puis l'aération fréquente aussi du véhicule. Voilà pour la partie sur l'organisation de l'activité. Christophe, tu es intervenu sur les vestiaires. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je veux bien. On a obtenu l'autorisation du médecin en fonction du centre de gestion pour utiliser de la solution hydroalcoolique pour le nettoyage des outils, puisqu'on n'avait plus de solution, on n'avait plus de lingettes bactéricides, virucides, on n'en trouvait plus. Donc, elle nous a autorisé à utiliser de la solution, pas du gel. La solution, parce que le gel aurait tendance à coller sur les outils, et la solution est plus fluide et plus liquide et sèche assez rapidement, en fait. Donc, après utilisation d'outils en commun, nos agents utilisent de la solution hydroalcoolique. Et puis, par rapport au véhicule, aujourd'hui, si vous venez dans le Toircé, vous risquez de croiser nos agents de collecte à 3 dans le véhicule. Ils sont à 3 dans le véhicule.
avec obligation du port du masque pour les 3, plus port de lunettes de protection pour les 2 reapers, les 2 agents de collecte, hein, parce qu'on n'a pas la distanciation dans la cabine. C'était une demande de la direction. C'était pas, comme tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, Thomas, en termes de prévention, des fois, il a fallu faire un petit peu des compromis. Là, c'est un compromis. Je n'étais pas forcément très chaud pour ça. Mais tout le temps de la collecte, ils sont évidemment derrière en collecte à 2, sur les marchepieds, en roulant un maximum 30 km/h. Par contre, quand ils sont en transport ou en écart, c'est-à-dire des grandes distances en campagne, ils sont autorisés à monter à 3 dans la cabine, port de lunettes, port de masque, gel hydroalcoolique à disposition, lavage des mains le plus possible, puisqu'ils ont aussi un bidon avec du savon à disposition, etc. Voilà ce qu'on a mis en place. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est vrai qu'effectivement, pour se laver les mains dans les véhicules, alors effectivement, si vous n'avez plus de produits, la solution hydroalcoolique peut être une solution de repli. Et puis, il y a effectivement également tout ce qui va être les bidons, mettre une jerrycan d'eau dans le véhicule avec du savon liquide. Voilà. Bon, c'est pas forcément toujours évident, on est bien d'accord, mais en fonction de vos moyens et de ce que vous avez, ce sont des pistes intéressantes. Effectivement. Et c'est vrai que sur les ordures ménagères, on avait aussi cette difficulté-là. Est-ce qu'ils sont 2, 3, voilà, toutes ces questions-là, avec des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Effectivement, même si moins ils sont nombreux, mieux c'est. Mais il y a certaines tournées où c'est compliqué d'être que 2. Voilà, d'où l'intérêt de pouvoir s'adapter et faire en fonction des situations. Très bien. Alors, en ce qui concerne les EPI, équipements de protection individuelle, comme je vous disais, là, on a eu quelques réponses à des débats qui ont pu animer, alors au moins les préventeurs, mais c'est bien au-delà, je pense, la période du confinement et du déconfinement. Les masques, on en a parlé, donc je reviendrai pas dessus. La doctrine générale est que les EPI viennent, mais comme dans toute prévention, on est d'abord sur du collectif, les EPI ne viennent toujours qu'en dernier ressort. Donc c'est lorsque une solution de protection collective de nature technique n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas mettre d'écran physique, lorsqu'une mesure de nature organisationnelle collective n'est pas possible non plus, décalage des horaires, comme parlait Christophe, dédoublement des équipes, et lorsque les deux ne sont pas suffisantes. Voilà, donc c'est vraiment en complément et c'est vraiment en dernier recours. Pourquoi? Parce que justement, les performances des EPI sont fortement dépendantes du respect des conditions d'utilisation idéales. Et c'est un peu ce que je vous disais, dans le cadre médical, on a un protocole, une activité qui est régulée et organisée par rapport à ça, ce qui n'est pas le cas de nos activités. Et donc, on peut se retrouver avec un EPI qui aura une performance amoindrie de par l'utilisation qu'on va en faire, et ça va créer un faux sentiment de sécurité qui finalement va être pire parce qu'on va avoir l'impression d'être protégé, on fera moins attention. Et je rappelle que le centre de l'étape 3 et de la prévention du coronavirus, ce sont les gestes barrières, ce n'est pas le port du masque. Ça vient toujours compléter, mais voilà, c'est nécessaire mais pas suffisant. Et le cœur est vraiment la question des gestes barrières de la distanciation physique. Donc, à partir de là, cette gestion des EPI, lorsqu'ils sont à usage unique, l'évacuation et l'approvisionnement doivent être organisés. Les déchets potentiellement souillés, donc jetables, sont mis dans un double sac poubelle, c'est-à-dire un sac dans un autre sac, pour limiter justement là encore le risque de propagation si jamais un élément est contaminé. Conserver 24 heures dans un espace clos, réservé à cet effet, et puis après on peut l'éliminer via la filière classique des ordures ménagères. Lorsqu'ils sont réutilisables, leur entretien et nettoyage doit être organisé selon des procédures adaptées. On va revenir un peu sur ça. Le nettoyage, c'est un peu compliqué parce que on est plus sur du vêtement de travail, pas de l'EPI. Si c'est de l'EPI, c'est à la charge les EPI, c'est à la charge de l'employeur. Le masque peut être considéré à la frontière entre le vêtement de travail et l'EPI. Maintenant, il y a un risque biologique et quand il y a un risque biologique, on conseille fortement que ce soit l'employeur pour s'assurer que le protocole soit respecté. Parce que quand chacun le fait chez soi, les protocoles de lavage ne sont pas toujours respectés. On le voit nous sur les tenues haute visibilité ou qui perdent rapidement leur propriété d'haute visibilité parce que justement elles ne sont pas lavées à domicile dans les conditions recommandées par le fabricant pour conserver leur pouvoir réfléchir. Les visières. Les visières ne sont pas une alternative au port du masque. C'est toujours en complément. C'est un moyen supplémentaire de protection du visage et des yeux pour les grosses gouttelettes. Mais même dans le cadre médical, la visière vient toujours en plus du masque, mais jamais à la place d'eux.
Voilà. Ça peut effectivement remplacer par contre un plexiglas sur un bureau, mais ça ne remplace pas un masque. Là encore, on doit utiliser un produit virucide pour nettoyer les visières. Les gants. Les gants, là encore, c'était un grand débat pendant le confinement et après. Hein. Dans la plupart des situations de travail, les mesures d'hygiène sont suffisantes. Le port du gant est plutôt à éviter, là encore, parce qu'on peut créer un faux sentiment de sécurité, alors qu'en fait, ce n'est pas les mains qui vont transmettre le virus, mais c'est bien le gant. C'est-à-dire que le virus est émis de la bouche à la main, ou alors en touchant une surface. Donc, qu'on ait un gant ou pas, le virus va être soit sur la main, soit sur le gant. Mais ça revient au même. Si on n'enlève pas le gant une fois qu'il est contaminé, ou si on ne se lave pas les mains, la situation reste identique. Donc, ça peut créer un faux sentiment de protection et être contre-productif. C'est pour ça d'ailleurs que le ministère des Solidarités et de la Santé recommande, en général, hors cadre professionnel, de ne pas porter de gants c'est la recommandation qui est formulée auprès de la population. Parce que les gants peuvent être vecteurs de transmission. Si jamais des gants doivent être portés, je pense aux agents d'entretien notamment, il ne faut jamais porter les mains gantées au visage. Enlever les gants en faisant attention à ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure. Donc ça, vous avez plein de protocoles sur enlever son gant en version peau de lapin. On met les doigts à l'intérieur pour enlever. Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation et puis se laver les mains après avoir enlevé le gant. Et certains protocoles préconisent même de se laver les mains avec les gants. Comme ça, on lave les gants avant de les enlever pour éviter de se contaminer. Les autres pays, donc tout ce qui va être lunettes, surblouses, Charlotte, obéissent aux mêmes règles d'utilisation que les masques, c'est-à-dire qu'ils ne doivent être utilisés qu'en cas d'impossibilité de mettre en œuvre les gestes barrières, d'utiliser des protections collectives, ou alors lorsque, bien entendu, l'activité le nécessite, parce qu'il ne faut pas oublier que les EPI peuvent être générés, le port d'EPI peut être généré par d'autres situations et des situations de travail, comme justement les agents d'entretien dont je vous parlais précédemment. Mais là encore, c'est ce que précise le protocole. Alors, je ne fais que moi vous retraduire, bien entendu, tout ce qui est dans les différents protocoles nationaux sortis pour l'étape 3. Dans la plupart des situations de travail, les mesures d'hygiène, le lavage des mains sont suffisants. Christophe, Thomas, est-ce que vous souhaitez intervenir sur cette thématique? Oui, j'avais justement, Thomas me pose une question sur les lunettes. En fait, je voulais y revenir. Les visières, l'utilisation des visières, en fait, pour les agents qui travaillent en extérieur, et avec le temps qu'on a eu récemment, crée énormément de condensation, masque plus visière. Ça crée énormément de condensation et un mal-être au travail, en fait. Ils se retrouvent extrêmement très vite déshydratés et très vite gênés. C'est pour ça qu'on a favorisé les lunettes de protection, mais les lunettes de protection couvrantes, en fait, genre sur lunettes. C'est pas juste des lunettes de travail. Voilà. Donc, c'est le choix qui a été fait, mais c'est le choix qui a été fait avec les agents. On disait au tout début de travailler en concertation, c'est ce qu'on a fait avec les membres du CHSCT et les agents sur le terrain pour adapter au fur et à mesure nos équipements par rapport à leurs besoins et par rapport à leur situation de travail. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Thomas. Et du coup, j'avais un autre truc à ajouter, c'était par rapport aux déchets. En fait, on a fait le choix, nous, au départ, de dire vous avez le droit de déposer vos masques dans les bureaux, dans vos poubelles, et puis l'agent d'entretien se chargera de mettre un deuxième sac, etc. etc. En fait, on s'est rendu compte très très vite que c'était contraignant. Donc, dans chaque secteur d'activité, dans chaque étage, et dans chaque service, on a dédié des poubelles indiquées Covid, où les sacs sont doublés et où on demande aux gens de mettre uniquement mouchoirs, masques, même lunettes s'ils les ont utilisées, etc., correspondant à l'utilisation en rapport avec le Covid, pour ne pas avoir 36 poubelles par service à changer régulièrement et contraindre nos agents à multiplier les tâches, en fait. Et voilà des choses qu'on avait mis en place au début et sur lesquelles on est revenu, en fait. On s'est adapté au fur et à mesure. Pour le reste, pardon, excuse-moi, Thomas. Pour le reste, non, tout est dit. Il n'y a pas de souci. Oui, non, mais il y a pas de mal, au contraire. Non, mais oui, c'est vrai qu'il faut, voilà, effectivement, comme toute mesure de prévention, adapter, enfin voilà, c'est d'où l'intérêt de travailler en concertation, parce que voilà, ça c'est vraiment les postulats, mais une mesure de prévention n'est efficace que si elle est appliquée. Donc c'est vrai que parfois il faut peut-être être un peu en dessous de l'idéal, mais qu'on atteint finalement 80% de réalité, qu'avoir une mesure belle qui protégerait dans l'idéal à 100%, mais qui finalement n'est pas mise en œuvre et dans le quotidien ne va protéger finalement les agents qu'à 0 voire 10%.
Donc voilà, d'où ça après c'est effectivement tout le travail de prévention, hein, d'être vraiment dans l'ajustement de la mesure. Voilà, effectivement sur ces questions-là, c'est les agents d'entretien qui après peuvent être impactés. Il faut aussi être vigilant parce que ça peut effectivement générer du stress, que ce soit récolter les masques souillés, récolter les poubelles. Effectivement, il y a plusieurs collectivités qui nous ont fait ce retour-là. Donc il faut trouver l'entre-deux, l'équilibre, parce que comme vous pouvez le voir sur l'intégration, alors c'est peut-être un sujet que vous n'avez pas abordé, mais du risque coronavirus au document unique. L'idée, c'est pas de prendre uniquement en compte l'aspect sanitaire et risque biologique, mais aussi risque psychosocial avec l'isolement lorsqu'on était en distance, chacun chez soi, en télétravail ou autre situation. Voilà, les TMS supplémentaires générés par une activité de nettoyage supplémentaire, tous ces aspects-là. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une approche globale à avoir si on veut avoir quelque chose d'efficace. Voilà. Et sur les lunettes, oui, effectivement, tout cet aspect, toute cette buée qui peut être générée, c'est vrai que ceux qui portent des lunettes de vue sont moins bien lotis par rapport au masque que ceux qui n'en portent pas, parce qu'effectivement, la buée va remonter via le masque. Sophie nous faisait aussi, enfin Thomas, c'est peut-être ce que j'ai vu que tu as enlevé ton micro. Est-ce que tu veux relayer la question la remarque de Sophie peut-être? Avec Thomas. En tout cas, voilà, effectivement, Sophie Auger, autre conseillère de prévention, nous faisait remarquer à juste titre que le lavage des gants avant de les enlever peut avoir aussi, générer la tendance à vouloir réutiliser le gant après. Bien entendu, le laver, c'est pour le désinfecter et éviter les contaminations lorsqu'on va le jeter et l'enlever, mais absolument pas pour le réutiliser. Effectivement, voilà, il faut vraiment ça être vigilant à ces aspects-là. C'est des gants à usage unique qui doivent être jetés à chaque fois. Si vous avez pu croiser notre service de médecine avec sa boîte à coucou, c'est une boîte qui permet en fait de voir l'efficacité d'un lavage de main. Et vous apercevrez qu'on est très très loin d'une efficacité optimale. Alors d'où l'intérêt de tous les protocoles que vous connaissez, que vous avez pu voir, qui optimisent ce lavage de main, mais il reste toujours des zones non lavées. Donc non, un gant même lavé restera partiellement souillé. Donc il faut absolument le jeter et ne pas le réutiliser, bien entendu. Alors, partie suivante, le nettoyage des locaux. On va revenir, bien entendu, sur des choses que vous avez déjà vues. C'est vrai que c'est un sujet qui circule depuis un certain moment, cette question de la gestion du coronavirus. Donc, les règles générales. L'employeur met en place des procédures de nettoyage désinfection au minimum quotidiennes et, si nécessaire, à chaque rotation de poste. Voilà, si on a des agents qui vont tourner sur différents postes de travail. Par contre, il ne nettoie pas forcément tout, mais il nettoie tout ce qui est point de contact, les objets partagés entre les agents, et notamment tout ce qui va être sanitaire et lieu d'hébergement. Voilà. Après, le reste, et c'est là où j'insiste, le nettoyage journalier des sols et des matériaux se fait par des procédures habituelles. Voilà, il n'y a pas besoin de surdésinfecter. En plus, il y a un risque écologique, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Donc non, on est sur un nettoyage classique. On a par exemple été sollicité, nous, en tant que conseiller de prévention, sur le nettoyage des parquets. Après réflexion, on s'est dit que le nettoyage habituel du produit suffisait. Parce que le risque de contamination via le sol, finalement, est très faible, hormis les crèches, voilà, où là, les enfants vont mettre les mains au sol. Mais nous, en tant qu'adultes, on ne touche quasiment jamais le sol avec nos mains. Les rares situations où on peut le toucher, c'est quand un stylo tombe par terre. Et bien, j'ai envie de dire, il vaut mieux, à la limite, désinfecter le stylo que rajouter des tâches de nettoyage du sol. Hormis aspect médical, hospitalier, EHPAD notamment, où là, c'est des protocoles un peu différents définis par l'ARS, on s'entend bien. Une attention particulière sera portée sur les surfaces en plastique et en acier, parce qu'avec le recul, on s'est aperçu que le virus avait une durée de vie différente en fonction des surfaces. Donc le protocole national dit bien d'être vigilant à ces surfaces-là, parce que c'est celles où le virus va avoir une durée de vie, une résistance la plus élevée. Voilà. Et n'oubliez pas d'équiper en EPI habituel les agents d'entretien des locaux. Cette fameuse désinfection spécifique avec un produit virucide,
c'est uniquement lorsque l'évaluation des risques le justifie. C'est-à-dire, si vous avez constaté une circulation active du virus dans l'établissement, si vous avez un cas identifié, ou des choses comme ça, ou des objets partagés, où là, effectivement, on a un risque de transmission plus élevé. Mais ce n'est pas systématique, c'est uniquement lorsque vous avez évalué que ce point-là, précis, pas général, mais précis, crée un risque supplémentaire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessaire? Parce que, en fait, la plupart des produits savons, dégraissants, détergents vont avoir un effet contre le virus. Si on rentre un peu dans les détails techniques, le virus, c'est un petit morceau d'ADN enveloppé d'une enveloppe lipidique. Et tout ce qui a un produit tensioactif va casser cette enveloppe. Et à partir du moment où cette enveloppe est cassée, le virus, lui, a une durée de vie qui va être très très courte parce qu'il n'est plus protégé. Donc, voilà. Et ça, la plupart des détergents, des détachants ont un produit tensioactif, d'où le fait que déjà le nettoyage avec les produits habituels a déjà un impact non négligeable sur le virus. Les produits virucides, on en a parlé, on a une norme spécifique par rapport à ça. Ça peut être de l'eau de Javel avec les précisions que j'ai précisées et que j'ai évoquées tout à l'heure. Enfin, en ce qui concerne les objets que les enfants peuvent porter à la bouche, voilà, l'idée c'est soit un lavage en machine à 60 degrés, lorsque c'est possible, ou alors un produit désinfectant, par contre compatible avec les surfaces alimentaires, puisqu'effectivement il va être porté à la bouche et avec un rinçage à l'eau claire à grandes eaux. Pour le compléter. La vigilance, je vous le disais, par rapport à ces questions de nettoyage, c'est voilà, le risque chimique pour les agents et puis environnemental, et puis effectivement tout ce que ça peut créer comme troubles musculo-squelettiques supplémentaires. Donc vraiment, voilà, je le redis, mais je pense que je l'ai assez dit, être très très vigilant sur ces actions-là. Petite précision du protocole, le terme de désinfection utilisé vise la destruction du coronavirus uniquement, avec un produit actif sur ce virus. Voilà, on n'est pas sur une désinfection globale générale des micro-organismes, comme ça peut être fait dans les milieux hospitaliers, où là on peut avoir des staphylocoques dorés, où là c'est quelque chose de beaucoup plus fort en termes de destruction de virus et de bactéries qu'il faut utiliser. On a d'autres points sur la question des nettoyages, mais c'est un vaste sujet. Christophe, ou Thomas, est-ce que vous souhaitez intervenir dès maintenant ou on attend la fin de cette petite partie? Oui, a priori, Christophe confirme qu'on va voir la suite. Donc, en ce qui concerne les techniques, là encore, vaste sujet. Le principe, c'est de ne pas remettre en suspension les micro-organismes présents sur les surfaces. Donc, éviter d'utiliser les aspirateurs. Ça, vous le voyez en avant-dernier point. Bien entendu, les moquettes, on a une problématique, c'est que parmi les aspirateurs, on est un peu coincé. Donc, sur les moquettes, utilisez des aspirateurs, mais absolument avec un filtre EPA qui va filtrer fortement les particules et donc va retenir le virus s'il y en a. Parce qu'un aspirateur renvoie de l'air et donc peut remettre dans la pièce en suspension des particules de virus. Donc voilà, vraiment soyez vigilants par rapport à ça. Donc, il faut aussi dans cette logique-là éviter tout ce qui va être utilisé, de secouer les chiffons, tout simplement, et puis de ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression. Voilà. On a le nettoyage vapeur qui est recommandé, et je vois justement qu'on a justement une remarque sur le chat par rapport à un matériel type Sanivap qui est finalement nettoyage vapeur. Effectivement, ça peut être utilisé, notamment dans tout ce qui est, c'est ce qui est recommandé pour les magasins d'habillage, excusez-moi, soit remettre le vêtement 24 heures en stock avant d'être remis en rayon, ou alors de le désinfecter à la vapeur. Voilà. Je reste par contre très prudent sur l'utilisation des éléments vapeur. Au début, c'était plutôt déconseillé. Dans certains documents, c'était déconseillé. Dans d'autres, justement, l'industrie textile, c'était préconisé. Et là, finalement, dans le guide, ils ont décidé de dire qu'effectivement, ça pouvait être utilisé. Moi, j'attire quand même votre attention sur le fait que pour être efficace, un nettoyage à la vapeur dans le milieu hospitalier doit être utilisé, un jet vapeur doit être utilisé pendant 2 minutes sur une surface de 4 mètres carrés. Donc effectivement, ça peut être efficace, mais il faut bien l'utiliser. Un coup de vapeur trop rapide n'aura pas le même effet qu'un produit désinfectant. Voilà. Donc, point de vigilance sur ça, mais effectivement, ça peut être une solution. Ça peut être une solution par rapport à ça.
Oui, Thomas, pardon, réagissait parce qu'effectivement, c'était un message qui avait été envoyé justement juste à moi pour que je puisse vous en faire part. Donc voilà, effectivement, voilà, c'est une solution. Quelques vigilances à avoir, mais comme tout, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure idéale, faut toujours, c'est comme les EPI, ça dépend du contexte dans lequel on a pu le mettre en œuvre. Voilà. Ce qui est préconisé, en tout cas, c'est des lingettes pré-imbibées ou imbibées pour un nettoyage humide, au balayage type Swiffer, si ça doit être à sec, parce que les balais Coco ou autres, hein, avec frange vont remettre en suspension les particules dans l'air. Donc là encore, vigilance. Voilà, ça peut être un peu risqué. Donc tout ce qui est nettoyage humide est à privilégier. Les lingettes et bandeaux à usage unique, hein, sont après éliminés dans un sac plastique étanche via la filière des ordures ménagères. Et il faut bien aérer les locaux après cette activité de nettoyage. Justement, à propos de... pardon, je n'ai pas cliqué là où il fallait. Voilà. À propos d'aération, il est conseillé, hein, là encore, d'aérer tous les locaux. En fait, hein, on est toujours dans cette même logique, il ne faut pas que l'air tourne en boucle avec potentiellement des particules de virus dedans. Donc, éviter tout ce qui va brasser l'air, c'est-à-dire éviter de mettre un ventilateur dans la pièce. Bon, il y a une certaine souplesse vis-à-vis de l'été, il faut surtout éviter que le flux du ventilateur soit dirigé vers l'agent. Voilà. Mais globalement, ce qui est le mieux, c'est des systèmes d'aération qui vont extraire l'air intérieur pour l'envoyer à l'extérieur. Donc, VMC climatisation qui font une extraction d'air peuvent être utilisés. Il convient par contre de s'assurer qu'elles sont en bon état de fonctionnement et que les filtres sont opérationnels. L'aération manuelle peuvent être effectuées par l'ouverture. L'aération donc manuelle, quand il n'y a pas de système mécanique, pardon, peut être effectuée toutes les 3 heures, enfin doit être effectuée toutes les 3 heures pendant au moins 15 minutes. Voilà pour les principaux points. Voilà, et pareil, système de climatisation dont la maintenance régulière est assurée peuvent être utilisés. Voilà, en évitant là encore que les agents soient sous le flux d'air pour que si jamais il y a une particule, qu'elle ne tombe pas directement sur l'agent. Voilà pour ces principaux points. Voilà pour les principaux points de cette partie-là. Christophe, Thomas, des remarques particulières? Actuellement, non. Après, effectivement, un bon système, les températures montent, un bon système de climatisation bien entretenu peut être utilisé. Un ventilateur. Tout ce qui va vraiment brasser l'air et sans le renouveler va vraiment augmenter sensiblement le risque. Oui, on est vraiment sur ça en fait, c'est qu'on va remettre en circulation des éléments de virus, des particules, donc tout à fait. Ensuite, si c'est bon pour vous, donc on va rentrer dans les parties plus spécifiques. Finalement, on a bien avancé, peut-être parce que j'étais vigilant. Alors j'espère que je suis pas allé trop vite pour vous. On a une question. Les ventilateurs mobiles, les climatiseurs mobiles sont-ils considérés comme des ventilateurs? Oui, effectivement. C'est-à-dire que tout dépend s'il y a une sortie extérieure ou pas. C'est-à-dire que si vous avez une sortie extérieure. Oui, si l'air est pris à l'extérieur, c'est du renouvellement d'air. Si effectivement il ne fait que brasser l'air de la pièce, là on est sur la même chose qu'un ventilateur. On remue l'air existant, donc si l'air est contaminé, on va effectivement brasser le virus. Par contre, il y a effectivement maintenant des climatisateurs mobiles qui peuvent avoir une prise d'air à l'extérieur via un tuyau et une fenêtre. Et là, effectivement, on est sur un système qui va renouveler l'air, qui sera en air frais, la même situation que si on ouvrait une fenêtre. Donc effectivement, non, un climatisateur mobile avec une prise d'air extérieure peut effectivement être une solution intéressante en cas de canicule. Oui, voilà, c'est vrai que dans l'idéal, essayez d'en avoir avec prise d'air extérieur. Il y a
Dans tous les cas, il ne faut pas que le flux du souffle soit dirigé vers la personne. Alors c'est vrai que dans une chambre, je sais que là, celui qui nous pose la question travaille dans un EHPAD. C'est vrai que dans une chambre de résidence, c'est peut-être plus compliqué parce que la personne peut se déplacer. Bien entendu, il faut essayer de l'orienter vers là où la personne va le moins se déplacer, mais en tout cas pas le mettre directement vers la personne. Et puis, s'il n'y a pas de prise extérieure, j'ai l'impression qu'il y a une certaine souplesse. C'est à éviter, vous l'aurez compris. Mais si vous n'avez pas le choix, parce qu'effectivement, c'est plus coûteux comme type d'appareillage, et puis certains résidents sont certainement déjà équipés, ça peut être utilisé s'il n'y a pas de prise extérieure, mais vraiment, soyez vigilants à orienter le flux, vraiment, j'ai envie de dire, contre un mur ou à l'opposé de là où se trouve la personne pour qu'il ait un minimum de choses de flux d'air sur lui. Et je vois qu'on a justement une conseillère de prévention qui m'envoie un message, justement, qui travaille dans un EHPAD et qui indique bien qu'il faut justement privilégier les boissons fraîches et les brumisateurs pour les EHPAD. Voilà, en cas d'impossibilité de ventilateur adapté. Et puis, s'ils ne sont pas adaptés, utilisez-les, mais en soyant vigilants. On voulait travailler justement, c'est peut-être ce que tu voulais dire Thomas, et j'ai trop donné la parole, sur justement des fiches canicules avec le Covid, des fiches génériques, et puis des fiches peut-être spécifiques EHPAD parce que vous avez des problématiques particulières. Thomas ? Oui, en fait, je pose attention, même sur le climatiseur, s'il y a un flux de personnes, si la personne seule, ça va, mais c'est surtout qu'il n'y ait pas un enchaînement en fait, que le flux ne balaye pas différents résidents, que le premier, imaginons qu'il soit contaminé et que du coup il aille contaminer les autres, parce qu'ils sont dans la continuité du flux. L'avis est parfois mitigé. Après, il y a des solutions des fois un peu simples et basiques, mais même des linges humides aux fenêtres peuvent rafraîchir déjà un peu l'environnement pour les chambres individuelles. Oui. Oui, effectivement, et du coup, toujours cette conseillère de prévention en EHPAD nous dit, et c'est vrai que ça, c'est aussi les protocoles canicules, où, alors, je pense que tout le monde se souvient, parce qu'on en a connu il y a pas longtemps, mais le protocole était, pour les bureaux non climatisés, qu'on puisse avoir, que l'agent puisse aller passer 1 heure ou 2 dans un espace réfrigéré. Et bien effectivement, là, ça peut être la même logique d'appliquer et de permettre aux résidents d'aller dans un espace climatisé 2 heures par jour, et pourquoi pas pendant les repas, comme elle suggère. En tout cas, oui, on va essayer de travailler sur ça. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Si on n'a pas répondu à toutes vos interrogations sur ça, puisqu'effectivement, ça va être un peu le sujet de l'été. Certains m'avaient interrogé pour savoir si on aborderait la question des écoles lors de ce webinaire. L'idée, c'est de ne pas l'aborder. Puisque d'ici le mois d'août, je ne doute pas que les choses auront évolué, que les mesures seront différentes. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc par contre, cette question-là de la canicule, là, va être d'actualité. Donc on va essayer de mettre en ligne sur le site du centre de gestion des documents par rapport à ça. Et puis bien entendu, après, vous pouvez contacter le service prévention par rapport à ça, soit du centre de gestion ou alors de votre communauté de communes, si le conseiller de prévention comme Christophe est dédié à votre collectivité. Ça, c'est variable en fonction des communautés de communes. Certaines ont des conseillers de prévention dédiés aux collectivités, d'autres non. Donc ça, après, n'hésitez pas à voir, mais là encore, on pourra vous renseigner si besoin. Donc l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, donc tout ce qui va être crèche et... Oui, on avait une autre question un peu compliquée, mais de notre conseiller en prévention, c'est qui se retrouve en fait avec la non-utilisation des aspirateurs, qui se retrouvent confrontés à des agents d'entretien qui sont épuisés, avec l'utilisation de nettoyage humide quotidien. Les solutions, malheureusement, elles vont être beaucoup plus éventuellement organisationnelles. Est-ce que l'augmentation du temps de travail des gens est envisageable? Est-ce que si l'aspirateur est essentiel à leur activité, on peut, déjà, il faut qu'ils ne soient pas, et après, on peut quand même les utiliser, mais l'enjeu dans ces conditions, c'est d'avoir un seul agent qui l'utilise, après une pause, j'ai envie de dire, au moins 24 heures de non-utilisation des locaux, et dans des locaux qui ne sont pas occupés. Puisque là, du coup, le risque de contamination ce sera de l'autocontamination, j'ai envie de dire, puisque si l'agent est seul dans le lieu et que les locaux n'ont plus été occupés pendant un petit peu de temps, en théorie, on doit pouvoir utiliser un aspirateur. Les dernières études montrent que la transmission est surtout d'humain à humain, même si le virus résiste sur un certain nombre de surfaces, il n'est pas encore vraiment contaminé, et on ne sait pas si le virus, quand il est sur une surface,
même s'il est présent et qu'il résiste, reste actif. Oui, après il y a effectivement, alors ça, voilà, c'est ce qu'on disait, il faut trouver le bon compromis. Voilà, certains parlent aussi du décalage des horaires, pourquoi pas. Et puis il y a aussi, c'est vrai, quand je parle des aspirateurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est la question de la fréquence. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de passer l'aspirateur, par exemple, 2 ou 3 fois par semaine, parce qu'on va remettre en suspension des particules. Donc voilà, il faut aussi trouver l'équilibre et peut-être que se dire, ben, je fais un peu moins de ménage du sol, mais par contre peut-être plus d'autres choses où là il y a un risque de contamination plus fort, ça peut pas être un bon compromis. Effectivement, si on le fait qu'une fois par semaine, ben, pourquoi pas le faire par exemple le vendredi soir, comme ça on a 48 heures derrière où personne n'est dans les locaux, parce que le risque c'est que l'aspirateur remette des particules dans l'air, et du coup après que les agents viennent travailler dans une atmosphère où on a des particules en suspension. Donc avec 48 heures, ça permet aux particules d'être redéposées sur le sol. Donc il y a ça, voilà, la question effectivement de repenser l'organisation, repenser la fréquence. Alors c'est toujours compliqué, hein, ça on est bien d'accord, plus simple à dire qu'à faire. Après il y a tout ce qui va être des techniques particulières, mais ça nécessite un investissement, mais qui sera judicieux à long terme aussi. C'est tout ce qui va être, vous avez des balais ergonomiques et tout ce qui va être aussi microfibre. Donc là encore, on pourra vous donner des documents plus détaillés, mais on a des balais ergonomiques qui sont des balais en fait coudés, qui vont faciliter le mouvement de godille et qui donc vont permettre à l'agent de faire beaucoup moins de torsion des épaules et donc d'alléger les TMS. Et donc finalement, peut-être ça fatigue. Parce que c'est vrai que la difficulté, peut-être, je ne sais pas quelle est la situation de concernée, mais peut-être que si l'agent est équipé pour utiliser un aspirateur, peut-être qu'il n'est pas équipé pour utiliser autre chose et donc il se retrouve avec un balai coco tout simple ou vraiment un type Swiffer domestique. Il y a des équipements professionnels qui sont très très intéressants. Donc voilà, ces balais ergonomiques, tout ce qui est donc microfibre en fait qui permet de mettre un minimum d'eau et donc de ne pas porter des seaux d'eau. Oui, l'autolaveuse aussi, effectivement, tout ce qui va être mécanisé, si c'est possible. Si vous en avez des autolaveuses dans les couloirs, dans les dans les espaces un peu plus conséquents, ça peut être pertinent. Voilà, on a vraiment tout un tas de solutions ergonomiques autres, mais effectivement, si vous ne l'avez pas sous le coude, ça peut être compliqué. Toi, à ton niveau, Christophe, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du matériel de ménage, ce que vous avez ou ce que vous préconisez, ou peut-être que tu n'as pas. Balayage humide, on a beaucoup travaillé sur le balayage humide. On a quelques agents qui utilisent des aspirateurs, en particulier fin de semaine, comme tu disais, pour laisser les locaux tranquilles 48 heures tout le week-end. On utilise les autolaveuses, mais on fait attention à l'autolaveuse parce que du coup, il y a certaines autolaveuses qui sont un peu âgées. Et du coup, avec le phénomène d'aspiration, il y a évidemment de l'aérolisation au niveau du capot et ça peut revenir dans le nez de l'agent. Donc, on a refait un travail sur l'ensemble du matériel à disposition. Et on est en train de retravailler. Alors, pour pas les citer, hein, j'ai pas d'action chez eux, mais on retravaille avec l'entreprise Polé, entre autres, qui a du matériel ergonomique et qui fait du travail avec la préimprégnation. Et c'est ce qu'on remet en place dans notre collectivité. On avait fait il y a quelques années, on était revenu en arrière pour une histoire de coût, et là on le remet en place en grande partie à cause du Covid, en fait, pour que nos agents se retrouvent avec du matériel adapté et éviter les TMS, éviter tout ça, en fait. Donc voilà où on est par rapport au matériel. Je voulais juste rajouter un truc, on parle d'aspirateurs, etc., mais pensez aussi aux souffleurs qui sont utilisés parfois par certains services techniques. Ils sont fortement déconseillés aujourd'hui. Je sais qu'ils sont quand même utilisés, hein, je le vois ici, alors que je les avais déconseillés. Il faut absolument que les agents, alors si jamais ils ne peuvent pas faire autrement, parce que c'est ce qui se passe parfois, il faut qu'ils soient équipés, quoi, de la tête aux pieds. Hein. Parce que quand vous voyez le nuage de poussière qui se développe, et c'est à faire quand il y a très peu d'usagers aussi, hein, parce que du coup la collectivité pourrait se retrouver embêtée, et forcément ainsi qui sont fortement déconseillés en fait d'utilisation. Hein. On fait par principe un nettoyage de propreté urbaine, on va le faire avec une balayeuse avec de l'eau. En fait. Donc voilà, c'est juste ce que j'avais rajouté. Effectivement, on pense pas souvent, enfin, quoi que c'était un débat, le nettoyage des rues, donc tout ce qui est désinfection de grande ampleur à éviter pour les questions environnementales, mais effectivement, tout ce qui est souffleur, vigilance, là encore, voilà, tout ce qui va remettre en suspension les particules au sol, faut être très très vigilant. Et c'est vrai que sur l'autolaveuse aussi, la remarque, c'est vrai qu'il y a, sur la question du parquet dont je vous parlais, on a un produit qui existe, hein, le Leniomat spécifique parquet, qui est compatible avec les autolaveuses.
voilà, donc ça peut aussi être une solution. Donc il faut vraiment étudier chaque situation et définir la solution la plus adaptée. Après, parfois, hormis les aspirateurs, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens, donc pourquoi pas un petit peu, mais avec des mesures de prévention enfin de protection qui vont aller avec l'utilisation de cet équipement. Donc, pour l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, pardon, je suis allé un peu vite. Les règles générales. Distance physique d'1 mètre entre les enfants, la distance physique d'1 mètre entre les enfants pendant la sieste et les repas n'est plus obligatoire. Les parents peuvent, donc là encore, hein, on est vers un assouplissement, hein, les parents peuvent accéder jusqu'au lieu d'accueil de leur enfant. Par contre, il faut qu'ils portent un masque, ce qui est renforcé par la mesure actuelle. En fait, ce qui faisait déjà partie des mesures précédentes. Le recours à des intervenants extérieurs est de nouveau possible. Donc, je pense que là aussi, on va rejoindre les questions des EHPAD avec les intervenants extérieurs, même s'ils avaient déjà de toute façon commencé à faire refaire venir des personnes comme les coiffeurs ou autres. En matière d'hygiène des locaux, là encore, hein, il est possible de revenir à des procédures habituelles. Voilà, on n'est plus obligé d'avoir des choses un peu spécifiques. Il est recommandé plutôt d'avoir des activités en extérieur pour éviter justement là encore les milieux clos et les sorties lorsque c'est possible. Conserver une distance d'1 mètre entre les professionnels est nécessaire. Là encore, hein, il faut bien entendu rester raisonnable et que ce soit compatible avec l'activité. Hein. Le port d'une tenue de travail, par contre, sur blouse, est toujours recommandé. Voilà, ça peut être bien d'en fournir à vos professionnels. Port de gants, comme on a dit, ça reste déconseillé. Et lorsqu'il est nécessaire, j'ai un problème d'affichage, mais bon, en tout cas, c'est des visières, c'est ça? Vous me confirmez, j'ai pas la dernière ligne de mon diaporama, pardon, je suis basé là. Mais effectivement, parce que je ne connais pas par cœur, vous m'excuserez. Mais effectivement, on est bien sur ça. Le port du masque vient compléter, voilà, ça lorsque c'est nécessaire, les mesures barrières. Voilà. En tout cas, ces règles-là étaient déjà présentes, donc ce n'est pas le décret de ce week-end qui vient les modifier. Voilà. On est sur des établissements où le port du masque était déjà nécessaire, obligatoire, mais avec une adaptation à l'activité. Donc là, on reste sur ces préconisations qui étaient déjà en œuvre. Tous les enfants peuvent être de nouveau accueillis. Les critères, par contre, d'attribution des places doivent être conformes au projet d'établissement et adaptés à l'exceptionnalité du contexte social et économique. Ainsi, répondre aux besoins. Alors ça, vous avez un document qui est en lien dans la dernière diapositive qui liste plus précisément, mais on peut retenir accueillir spécifiquement et peut-être en priorité les personnels des établissements et du secteur médical et médico-social, les bénévoles de la filière dépistage, les professionnels d'accueil des jeunes enfants, bien entendu, pour qu'eux-mêmes puissent venir accueillir les enfants des personnels prioritaires. L'accueil des enfants en situation de handicap est encouragé. Pourquoi cette remarque? Parce qu'avant, il était plutôt, pas proscrit, mais voilà, un peu plus complexe de par la situation de fragilité de l'enfant. Donc là, maintenant, il est plutôt à encourager. Et pour ce qui concerne les pathologies chroniques, l'accueil peut être fait, mais après un avis médical. La gestion des groupes. On n'a plus de question d'étanchéité entre un groupe de 10 enfants. C'est-à-dire que voilà, avant, chaque groupe de 10 enfants devait rester isolé des autres groupes. Maintenant, ce n'est plus le cas. On n'est plus limité à 10 enfants. Par contre, il faut toujours essayer de faire en sorte que les groupes d'enfants ne se mélangent pas trop. Par contre, lui, le professionnel peut passer d'un groupe à un autre, ce qui facilite l'organisation et assouplit un peu ça. Dans les espaces intérieurs ou extérieurs, les espaces, en tout cas, comme les professionnels, peuvent être utilisés alternativement par différents groupes. Les jouets ne peuvent pas être utilisés simultanément par des enfants de plusieurs groupes. Ils doivent être désinfectés ou alors ils sont dédiés à un groupe ou sinon on organise une rotation toutes les 48 heures. Et les petites structures de moins de 25 enfants, au sein de ces structures, on peut considérer que les 25 enfants constituent un groupe en eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas soumis à toutes ces règles-là. En tout cas, elles sont plus souples. En ce qui concerne l'échange, hein, je ne vous détaille pas tout, mais il y a tout un protocole qui est mis en place. Voilà, le matériel est préparé en amont, le professionnel se lave les mains avant, après, les vêtements de l'enfant sont entreposés à proximité, les couches sont jetées. Voilà, il y a vraiment tout un protocole, là encore, qui est détaillé. Ça ne concerne pas forcément beaucoup de participants. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut bien désinfecter le plan de change au moins une fois par jour, comme la poubelle qui doit être vidée. Les repas. En ce qui concerne les aliments, les précautions habituelles sont suffisantes. Le port du masque, par contre, lui, est recommandé lors de la préparation des repas.
Les professionnels doivent se laver les mains avant et après. Les différents groupes d'enfants ne sont pas réunis lors des repas, mais une distance d'1 mètre entre les groupes doit être instaurée lorsque c'est possible, lorsque c'est nécessaire. Si plusieurs groupes utilisent successivement le même espace, celui-ci doit être nettoyé entre chaque groupe. Et il importe de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'échange de nourriture ou de boissons. Alors, c'est déjà le cas, on va éviter les jets de nourriture pendant un repas, mais là, il faut être d'autant plus vigilant, que ce soit volontaire ou involontaire. Le lavage de table est immédiatement mis au sale et les professionnels se lavent les mains, là encore, avant et après le repas. Lavage des mains, il y a toute une liste de moments où les professionnels doivent se laver les mains en début de journée, avant les contacts avec les enfants, après tout contact physique avec les parents, après manipulation d'un masque, avant et après chaque repas, avant ou après chaque change, avant et après passage aux toilettes, après s'être mouché, toussé ou avoir éternué, après avoir mouché un enfant, et en fin de journée. Voilà. Il précise bien que justement chez les enfants, le lavage doit être fait plutôt avec du savon et de l'eau, parce que les solutions hydroalcooliques peuvent être un peu agressives. C'est valable aussi pour les adultes, c'est-à-dire que le lavage au savon et à l'eau est tout aussi efficace. La solution hydroalcoolique, et ça reprend l'exemple cité par Christophe sur les équipements, ne vient que lorsque l'eau et le savon ne sont pas à disposition. Voilà. Donc voilà, donc vraiment privilégier l'eau et le savon, les points d'eau, c'est quand on n'a pas de point d'eau qu'on met une solution hydroalcoolique. Donc n'utilisez pas le moins possible quand même les solutions hydroalcooliques parce qu'effectivement là on voit bien à quel point le lavage des mains doit être fréquent pour ces professionnels, donc ça peut être assez contraignant. Ensuite, le nettoyage des locaux. Là encore, on revient à quelque chose d'habituel. Donc vous voyez, c'est là où les choses s'allègent. Donc il est recommandé 1 fois par jour les sols et les grandes surfaces avec les produits habituels. Mais là, c'est 1 fois par jour parce qu'on est sur des crèches ou des lieux d'accueil des enfants qui mettent les mains au sol. Donc c'est différent des bureaux administratifs ou autres. Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées par les enfants et les professionnels. Minimum 1 fois par jour, mais davantage si besoin. Maintenir, bien entendu, une attention particulière à l'hygiène au niveau des toilettes et des plans de change. Et puis nettoyer les objets utilisés par les professionnels et les enfants au moins toutes les 48 heures et plus régulièrement si nécessaire. Les poubelles, elles, sont vidées au moins 1 fois par jour et désinfectées, notamment au niveau des couvercles, aussi tous les jours. Le linge, pareil, on revient au protocole de routine. Changer et laver régulièrement le linge des enfants, les draps, les turbulettes, au minimum 1 fois par semaine. Voilà. Faire attention à manipuler le linge avec soin, donc porter un masque et ne pas le tirer contre soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'habitude, quand on a une grosse pile de linge, de l'enlacer entre guillemets dans ses bras. Faites attention parce que si vous portez un vêtement qui lui-même est contaminé, ça peut contaminer le linge des enfants. Et se laver les mains après toute manipulation de linge sale et avant toute manipulation de linge propre pour ne pas contaminer ce linge propre. En ce qui concerne les doudous, qu'ils fassent des allers-retours ou qu'ils restent dans l'établissement, il est recommandé de les laver régulièrement, tous les 2 jours par exemple. Et puis depuis le 11 mai, il n'était pas nécessaire que l'enfant change de vêtements à son arrivée. Voilà, ce n'est plus nécessaire de changer aussi les vêtements de l'enfant au cours de la journée. Oui, effectivement, voilà, c'est ce que nous dit donc aussi un participant. Le port d'une blouse serait à privilégier d'une surblouse pour le tri du linge sale. Voilà, effectivement, il est intéressant de mettre en place tout un protocole de gestion du linge avec effectivement une protection au moment où le linge sale est manipulé, protection qu'on peut jeter après et justement pour ne pas contaminer le linge propre. Voilà, donc sur blouse, gants. Là, effectivement, les gants peuvent être adaptés, gants et masques. Voilà, mais vraiment parce qu'on l'a sur une utilisation d'une activité précise. Une fois que le linge sale est dans la machine, on jette le gant. On le met au début, on le jette après, ça dure 1 demi-heure, 1 heure. Et ça évite, on ne va pas contaminer d'autres surfaces avec les gants, mais ça permet de se protéger soi, à condition de ne pas toucher son visage avec les gants. Mais ça évite, quand on a fini l'activité, d'en avoir plein les mains. Donc voilà, soit on se lave les mains, soit on porte un gant, mais de manière limité dans le temps. Voilà pour ces éléments-là. Des remarques, je ne sais pas si Christophe, tu es concerné toi, par les crèches, par les établissements, oui, voilà, comment ça se passe et comment ont vécu les crèches cette période un peu compliquée?
C'était compliqué pour eux, en sachant qu'on a plusieurs organismes qui viennent intervenir, que ce soit l'ARS, la PMI, qui interviennent et qui donnent des conseils aussi. Donc on a pu s'appuyer, on a travaillé en concert. Sur tout ce que tu as dit, il n'y a qu'une chose qu'on a gardé encore, c'est, alors je parle pour nos sites hein, bien sûr, mais c'est l'accès aux parents aux différentes salles en fait. Les parents emmènent leurs enfants, mais on a gardé le fait qu'ils restent dans le hall. Et il y a un échange qui se fait au niveau du SAS entre l'agent de chez nous qui récupère l'enfant et les parents. Les parents ne passent pas ce SAS pour ne pas, alors du coup, contaminer ou pas, c'est moi qui le dis, mais l'espace qui est réservé aux enfants et aux agents de la collectivité. Donc voilà ce qu'on a gardé sur ces mesures. Et oui, je confirme, pour le linge, on a mis en place des surblouses et des gants. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais on a été aussi conseillé par la PMI et par l'ARS pour les enfants. Donc oui, nous, on a 2 crèches, en fait. Donc, on est concernés. Oui, c'est vrai que ça n'empêche pas hein, d'aller un peu au-delà à partir du moment où c'est accepté par les familles. Le risque, il est si les familles refusent ou laisseront dans leur droit de vous dire que non, vous allez trop loin et que ce n'est pas obligatoire. Alors après, c'est de la négociation. Mais effectivement, si c'est bien accepté par les familles, et puis on voit là qu'on commence à remonter en termes de gamme de mesures de protection avec le port du masque qui est désormais obligatoire de nouveau dans les lieux publics clos. Enfin, pas de nouveau, mais qui est maintenant obligatoire. Donc voilà, donc ça n'empêche pas de faire un peu plus, bien entendu, si c'est bien accepté par les agents et par les usagers. C'est vrai que sur les crèches, c'est un peu en fait aussi comme les EHPAD. Hein. C'est-à-dire que nous, en tant que centre de gestion, on est un peu limité. Enfin, c'est pas qu'on est limité, mais voilà, il y a déjà l'ARS qui vous conseille. Alors, il y a aussi la PMI en ce qui concerne les crèches. Donc voilà, il y a un moment, c'est pas non plus nécessaire d'avoir 36 000 interlocuteurs et conseils. Et puis l'ARS est tout à fait bien plus au jus sur certaines mesures sanitaires que nous, parfois. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Il y a aussi la préfecture, bien entendu, hein, pour les collectivités, qui d'ailleurs, je crois, a fait un webinaire il y a peu de temps sur ces mêmes sujets. Bon, après, voilà, ça permet du rattrapage pour ceux qui n'ont pu y assister. Et puis, ça peut aussi apporter un regard différent. Voilà. Et effectivement, il y a aussi pour l'hygiène le CPIAS qui peut aussi vous conseiller et vous accompagner dans ces moments. Voilà. Très bien. Si ça convient à tout le monde, je vais passer à la partie suivante, donc tout ce qui est centre d'accueil collectif des mineurs. Non, je ne suis pas allé trop vite. Donc c'est en particulier là, effectivement, je parlais précédemment de référent Covid. En gros, hein, c'est intéressant de désigner un référent Covid qui va pouvoir justement suivre la mise en place de ces mesures, suivre l'actualité. Et puis aussi, voilà, centraliser les informations quand il y a des signalements, des choses comme ça un peu compliquées. On y reviendra. Sur les petites structures comme les petites collectivités, les petites mairies, ça peut être tout simplement, enfin en général, il est conseillé que ce soit, en tout cas sur les TPE, PME, c'est conseillé que ce soit le chef d'entreprise. Donc si on transpose ça aux petites collectivités, ça peut être le maire ou voilà, qui a un peu ce rôle-là. En tout cas, pour les structures d'accueil des mineurs, donc les centres de vacances notamment, il est important de désigner un référent Covid qui est sous l'autorité du directeur de séjour et donc serait la personne qui sera chargée du suivi sanitaire, des mesures sanitaires. Elle formalise et elle est chargée de diffuser ces règles de prévention contre la transmission du virus. Elle va s'appuyer sur la recommandation du Haut Conseil de la Santé publique du 27 mai 2020, voilà, qui aussi est en lien dans la dernière diapositive de cette présentation. Diaporama que vous retrouvez sur le site du centre de gestion, je le dis des fois que la question serait posée, il ne sera pas envoyé à la fin, mais avec le lien de l'inscription, vous aviez aussi un lien vers une page du site qui vous permettra de télécharger le support si besoin. En ce qui concerne les capacités d'accueil, le nombre total de mineurs accueillis n'est pas restreint, il n'y a pas de limite d'accueil. Par contre, l'organisateur doit quand même pouvoir fixer un nombre maximum en tenant compte justement du respect de la distanciation sociale, des gestes barrières, et notamment cette jauge des 4 mètres carrés n'est pas obligatoire mais peut être un indicateur. Voilà. Et c'est aussi au niveau de l'organisation des centres d'hébergement, voilà, qui peut être aussi une variable pour estimer cette jauge. Le respect de la distanciation physique nécessite donc des locaux adaptés et une organisation des activités, justement ce que je vous disais, qui va justement limiter ce nombre de personnes accueillies. Les espaces pour lesquels il existe peu de solutions pour diminuer la densité de population ou respecter la distanciation physique doivent être condamnés. On ne doit pas pouvoir accéder aux espaces clos trop restreints où on ne peut pas justement respecter les gestes barrières.
Ce qui concerne l'accueil des mineurs, l'organisateur doit prévoir des règles spécifiques justement pour les responsables légaux, donc les parents ou autres responsables légaux des enfants, tout en respectant justement ce respect de la distanciation. Donc ça peut être des horaires d'arrivée et de sortie différentes, échelonnées en fonction des personnes, mais en tout cas éviter les attroupements à l'entrée du lieu d'accueil. Avant le départ et en fonction du nombre de mineurs accueillis, un marquage au sol est installé. Si la configuration des locaux et la sécurité le permettent, 2 accès simultanés peuvent être organisés. Voilà, ce qui là encore va permettre de dédoubler un peu les fils. Les familles peuvent conduire directement leur enfant sur le lieu de séjour, à condition de respecter là encore ces gestes barrières. Sauf exception, par contre, ils ne peuvent pas être admis sur les lieux d'accueil. Et par contre, si jamais ils y sont pour une raison particulière, ils doivent avoir un masque. Donc, ils viennent à l'accueil, ils accompagnent, mais ils ne rentrent pas dans le site en tant que tel. Le nettoyage, nettoyage approfondi avant l'ouverture, si c'est un centre qui n'a pas servi depuis longtemps, c'est nécessaire. L'entretien après quotidien effectué avec des procédures et des protocoles habituels, par contre de manière un peu plus fréquente, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur du 2 fois par jour, parce que là vous allez avoir plusieurs populations différentes qui vont brasser et utiliser les locaux. Voilà. Tout ce qui est touché fréquemment, poignée de porte, surface sanitaire, doit être nettoyé quotidiennement avec un produit virucide. La participation des mineurs aux tâches de nettoyage devrait être limitée et elles sont réservées aux intervenants adultes. Même si ça peut avoir une vertu pédagogique, un risque de contamination est peut-être un peu plus fort dans cette activité-là, donc c'est plutôt réservé pour les adultes. Et puis aération, on est sur des règles classiques, toujours voilà, aérer les locaux fréquemment et éviter de diriger les flux d'air vers les usagers de l'espace. Lavage des mains, prévoyez des points d'eau en nombre suffisant pour permettre un lavage des mains fréquent, donc à proximité des lieux d'accueil, des lieux d'activité. Et sinon, vous mettez du gel hydroalcoolique. Par contre, l'utilisation de gel hydroalcoolique par les mineurs doit être effectuée sous le contrôle d'un encadrant. De par l'agressivité du produit, mais aussi les utilisations non conformes qu'il pourrait en faire. Le lavage des mains, voilà, avec les protocoles que vous connaissez, qui peuvent être enseignés de manière ludique sur tous les sites d'éducation nationale ou les sites éducatifs, vous avez des petites vidéos, des petits comme ça protocoles, voilà, selon l'âge de l'enfant. Voilà, ça peut être voilà, des petits animaux, les hérissons, l'éléphant, le pic. Enfin, voilà, je pense que tous les parents ont pu apprendre ça de la part de leurs enfants. Mais ça peut être un bon moyen justement de faire rentrer ça dans les habitudes des enfants, voilà, et de manière ludique. Donc, après être allé aux toilettes, avant de manger, après s'être mouché, avoir toussé ou éternué, lors de l'arrivée de la sortie de l'accueil, lors d'un changement de lieu d'activité, voilà, tous ces moments-là, il faut que les mineurs puissent se laver les mains. Ce qui concerne l'hébergement, le nombre de lits par chambre est fixé par l'organisateur. Il doit cependant permettre le respect des règles de distanciation physique. Et pour ça, 1 mètre entre chaque lit, à minima, doit être respecté. Les couchettes d'un lit superposé peuvent être autorisées à condition de coucher les enfants, les mineurs tête bêche, voilà, pour justement éviter que les respirations soient directement croisées, en tout cas en lien l'une avec l'autre. Les chambres doivent être aérées plusieurs fois par jour. Le linge de lit, forcément un cycle de lavage avec un plateau de 30 minutes à 60 degrés pour désinfecter le linge. Ça inclut voilà, les parures de lit, les couvre-lits, les protèges oreillers, voilà, et les protèges matelas. Voilà, vous pouvez aussi utiliser d'ailleurs des protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. Si c'est un hébergement sous tente, c'est autorisé, mais en respectant toujours les règles de distanciation physique. Et les encadrants doivent permettre, l'hébergement aussi des encadrants, pardon, doit permettre ces conditions de sécurité et de distanciation physique. Le masque. En fait, là encore, ce type d'établissement était déjà concerné par le décret précédent. Donc, pas de différence avec le décret de ce week-end. Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l'accueil lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Donc, c'est peut-être là où effectivement il va y avoir une nuance. C'est-à-dire que là, dès lors qu'il y a accueil et contact avec les parents, il va falloir porter le masque. Le port du masque n'est pas requis pour les mineurs,
sauf lorsqu'ils présentent des symptômes de Covid. Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lorsque les activités ne permettent pas d'avoir la distanciation possible. Et enfin, les masques sont fournis par les organisateurs pour l'ensemble des personnes présentes sur le séjour, que ce soit les encadrants ou les mineurs. La prise de température, les responsables légaux sont invités à prendre la température avant l'arrivée du mineur dans les locaux. En cas de symptômes ou de fièvre, l'enfant ne doit pas prendre part au séjour et ne pourra pas être accueilli. Et les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants ou des personnels dès qu'un symptôme apparaît ou dès qu'il y a un doute. Voilà, donc, ce n'est pas systématique, hormis avant et à l'apparition en cas de doute ou lorsqu'on a l'impression d'avoir des symptômes. Les repas donc, peuvent être faits sous forme de panier ou de plateau repas et peuvent être distribués qui seront distribués aux mineurs. Voilà. L'organisation des temps et des lieux d'accueil de restauration doit être conçue de manière à limiter les files d'attente. Voilà, espace d'1 mètre, une distance d'1 mètre entre 2 tables aussi. Voilà, il y a plus des écrans de projection peuvent être installés. En tout cas, mettre en place toutes les mesures qui permettront de séparer justement et de respecter cette distanciation. Voilà. On peut aussi travailler sur le temps de restauration et l'organisation des temps pour diminuer justement les contacts et les attroupements. Et la désinfection des tables et des dossiers de chaises est effectuée après chaque repas, par contre, très important. Et puis, lavage des mains, règles d'hygiène habituelles. Enfin, les activités, là aussi très important à ce niveau-là, au niveau des activités. Donc, 15 jeunes maximum par activité, par groupe d'activités, encadrant non compris. L'organisation d'activités en plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de mineurs présents simultanément permette le respect de la distanciation. Toujours ce principe-là, c'est assez redondant, mais vous avez bien compris le principe de base. Voilà, les groupes, si possible, sont constitués pour toute la durée du séjour, éviter de mélanger les groupes. Voilà, même si ça peut être adapté en fonction des activités. Les interactions entre sous-groupes doivent être réduites. Et puis, le programme d'activité doit tenir compte toujours de la distanciation sociale. Voilà. C'est que je vous ai synthétisé tout ce qu'il y a dans le protocole, mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent en fonction des différentes thématiques. Lavage des mains, désinfection du matériel si on se prête du matériel entre les groupes. Les personnes intervenantes ponctuellement peuvent être admises, mais à condition de respecter les gestes barrières. Et l'organisation d'activités en autonomie pour les mineurs, sans encadrant, est possible sous certaines conditions. Pas plus de 4 jeunes qui ont minimum 14 ans. Port du masque obligatoire pendant l'activité. Zone d'activité délimitée pour pas qu'ils puissent aller en dehors de cette zone-là. Gel hydroalcoolique à disposition. Alors, ce qui est un peu paradoxal avec la recommandation précédente qui est d'utiliser du gel hydroalcoolique sans encadrant. Et puis, consignes sanitaires rappelées avant le départ du groupe, bien entendu. Activités physiques et sportives. On est encore un peu sur ça. Elles doivent être toujours organisées dans le cadre du respect. La distance physique, par contre, pendant cette activité, doit être de 2 mètres. Voilà. Elles sont organisées à l'extérieur de l'accueil. Donc oui, forcément, les activités sportives sont à l'extérieur du lieu d'accueil. Et là encore, elles sont limitées à 15 jeunes maximum. Voilà pour les principaux éléments à ce niveau-là. Au niveau du transport, et puis après il y aura aussi la suspicion du cas de Covid. C'est vrai que là il y a beaucoup de choses, mais c'est le sujet d'actualité effectivement. Donc il y a un guide qui est assez complet que je balaye, mais que vous retrouvez. Alors vous avez les principaux éléments là, mais que vous retrouverez en lien à la fin dans la dernière diapositive. Les véhicules doivent faire l'objet avant et après d'un nettoyage et d'une désinfection. Durant les transports, les organisateurs veilleront dans la mesure du possible toujours une distanciation physique entre justement ces 15 mineurs. Puisqu'on est sur des groupes d'activité de 15 maximum, théoriquement, c'est-à-dire que tant qu'on transporte, on ne devrait pas avoir plus de 15 mineurs en même temps. Le chauffeur doit respecter la distance de sécurité avec les passagers et porter un masque lorsque cette distance ne peut être respectée. Les accompagnateurs doivent porter un masque grand public pendant le trajet.
Et pareil, les enfants doivent en porter un dès que la distanciation physique ne peut être respectée à l'intérieur du véhicule. En cas de suspicion d'un cas de Covid, et puis on aura fini sur ce sujet-là qui était peut-être le plus conséquent. Voilà. Dès lors que un enfant présente des symptômes, l'idée c'est de pouvoir l'isoler dans un lieu adapté et le faire porter un masque. Voilà. Ensuite, on peut prendre sa température justement pour essayer de voir. La prise en charge médicale doit être organisée sans délai, donc pour ça, vous n'hésitez pas, vous appelez le 15, vous expliquez la situation, et puis c'est eux qui vont vous donner les consignes à suivre. Les parents de l'enfant, bien entendu, seront avertis, ils doivent venir le chercher, et le départ est organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs. Si les parents ne peuvent pas venir, l'organisateur doit assurer en lien avec la famille le retour du mineur en lien avec les consignes des autorités de santé. L'enfant ne pourra être de nouveau accepté au sein d'un lieu d'accueil qu'avec un certificat médical. Pareil, chez un encadrant, si on a un symptôme chez un encadrant, il doit être isolé et le retour au domicile doit être organisé. Voilà. Il ne pourra pas, là encore, occuper de nouveau des fonctions d'encadrant sans certificat médical. Enfin, le processus de suivi d'isolement, voilà, là encore, est mis en œuvre selon les consignes sanitaires des autorités sanitaires. De même pour les désinfections. En fait, vous isolez la personne, vous organisez son retour et vous suivez les consignes des autorités de santé. Voilà. C'est ce qui est le cas. On reviendra sur les cas de suspicion d'entreprise là dans la dernière partie. Mais c'est ce qui est présent pour en fait toute suspicion de Covid. Il faut se laisser porter par les autorités sanitaires, mais je vais y revenir en plus en détail tout à l'heure. Alors, je regarde les remarques. Thomas, Christophe, je vois qu'il y a une remarque en tout cas sur les pique-niques. Effectivement, un panier repas, activité en extérieur. Donc, la bonne solution, c'est effectivement les pique-niques en extérieur. Voilà, ça peut être une bonne solution. Ça conjugue activité en extérieur et gestion des repas. Christophe, je ne sais pas si tu as été sollicité par tes collectivités par rapport à ça. Comment ça se passe La ville de Thouars possède un centre de loisirs et deux centres de loisirs, un à Mosée et un à Thouars. Du coup, la grosse difficulté, c'est pas l'accueil des enfants, c'est pas tout ce que tu viens de dire, c'est plutôt comment récupérer les enfants le soir par rapport au flux des parents. C'est ça la grosse difficulté en fait. Donc, la ville de Thouars avait choisi de mettre sur leur site les horaires auxquels les parents viendraient chercher les enfants pour que eux puissent préparer le départ de l'enfant, les animateurs puissent préparer le départ de l'enfant. Et puis, on a mis des sens de circulation, forcément, que ce soit pour l'accueil des enfants comme pour l'accueil des parents. C'est un peu plus compliqué, je t'avouerai, parce que les locaux sont utilisés que pendant ces périodes-là. C'est des locaux qui sont des fois pas forcément très bien adaptés à ce type de pratique. Ils sont adaptés pour les animations, etc., mais pas adaptés par rapport au Covid. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et il y a, comme tu le disais dans le document, et comme tu le dis, il y a des locaux qu'on a été obligé de fermer, en fait. On les a interdits d'accès au moins aux enfants pour des activités, quoi, du coup. Sinon, la grosse difficulté, vraiment, c'est ça. Quand les parents viennent chercher les enfants le soir, comment on gère ça, en fait? Comment le flux, comment on le gère, comment on place les choses? Ça a l'air de fonctionner à peu près sur la ville de Thouars, avec ce qu'on a mis, avec un petit sur Internet, ils ont mis un petit truc où les parents doivent noter vers quelle heure ils viendraient chercher leur enfant. Ça a l'air de fonctionner. Sur Mosée, il y a moins de monde, donc ça fonctionne différemment. C'est un peu plus, ils se connaissent tous, un peu plus familial, je dirais. Et donc, du coup, chacun sait à peu près à quelle heure va venir l'autre. Enfin, voilà. Donc, ça fonctionne un peu différemment. Mais la grosse difficulté, c'est celle-là, en fait. Après, les enfants s'adaptent. Honnêtement, ils sont assez malléables, ils apprennent très vite, ils s'adaptent et ça leur pose pas trop de difficultés. Je voudrais juste revenir sur un truc. On parle de 15 personnes pour le transport des enfants, en sachant que la plupart des minibus, c'est des 9 places. Donc, voilà. Les 15, tu les as rarement, les 15 ensemble, ou alors il y a un problème. Oui, il y a un problème de sécurité après routière. Mais c'est vrai qu'effectivement, la taille des minibus, oui, voilà, concrètement, peut impacter. Et c'est vrai que les locaux, de toute façon, d'où l'intérêt vraiment d'adapter les mesures de prévention à chaque situation, parce que la configuration des locaux joue énormément. Tu viens de très bien l'illustrer pour les centres de loisirs. Et c'est vrai qu'on avait aussi eu ce sujet-là pour les EHPAD, avec des EHPAD où les chambres avaient toutes des baies vitrées qui donnaient vers l'extérieur, donc ça permettait à la famille de venir voir lorsqu'elles avaient pu, tout en restant à l'extérieur, et d'autres où ce n'était pas possible et où là c'était plus compliqué. Donc c'est vrai que la configuration des locaux, quand on a une porte d'entrée, une porte de sortie, voilà, ça joue.
Ouais, j'ai vu des piscines, hein, puis c'est le sujet d'après, donc ça tombe bien, ça fait une transition, mais où qui étaient collées au gymnase. Donc du coup, il y avait entrée par un vestiaire et sortie à l'autre bout de la piscine et qui menait vers les vestiaires du gymnase. Donc ça permettait, voilà, vraiment d'avoir un sens de circulation fluide. Mais c'est pas le cas. Donc effectivement, il faut vraiment adapter. D'où ce qu'on disait, hein, sur la concertation, voilà, adapter par rapport au ressenti des agents et puis aussi à la configuration physique des locaux où parfois c'est plus facile à mettre en œuvre que dans d'autres locaux, ou même aussi après parfois on peut même avoir des idées un peu originales mais qui vont naître et être adaptées à la situation physique des locaux. Enfin, dernier gros sujet, enfin qui est assez succinct, je vous rassure, qui est moins conséquent que le précédent, et puis après ce sera plus les questions diverses, on va dire, en tout cas tous les petits sujets différents. Voilà, qu'est-ce que je fais si j'ai un agent qui a le Covid, quel est mon référent handicap, mon référent Covid dans l'entreprise. Voilà, des sujets plus ponctuels. Donc tout ce qui est piscine, équipement sportif, justement, je vous parlais des piscines. Les règles générales, alors la FMI, fréquentation maximale instantanée, c'est le nombre de nageurs que vous pouvez avoir, enfin le nombre de personnes dans la piscine, que vous pouvez avoir en même temps dans l'établissement. Là, l'idée, c'est recommandé, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de passer à 80% de la FMI habituelle. Vous pouvez fractionner, segmenter, séquencer les horaires pour pouvoir mettre en place des phases de désinfection plus poussées. Il y a des piscines, par exemple, qui ont fait des créneaux de 2 heures. 2 heures d'ouverture, une demi-heure de fermeture, 2 heures d'ouverture. Ça permet d'obliger la rotation des usagers. Et les usagers s'adaptent, hein, ils viennent aux horaires en fonction de l'ouverture. Forcément, ils viennent en début de créneau et moins à la fin. Donc voilà, il y a tout ce type de solution qui peut être mis en place. Une journée de fermeture, voire une demi-journée, peut être planifiée pour avoir une désinfection plus globale en profondeur de l'ensemble des locaux utilisés par les usagers. Et il faut bien entendu, ce que je vous disais avec ce système de double vestiaire, privilégier la marche en avant avec un couloir aller vers la baignade et un couloir retour. L'idée là encore, c'est d'éviter les croisements, même si on répète que en fait c'est les vestiaires qui vont être source de contamination, pas la piscine en tant que telle, parce que la piscine avec le chlore qu'elle contient, voilà, et puis c'est dans l'eau, donc la transmission est aéroportée, elle fait moins facilement dans l'eau. Donc voilà, donc c'est vraiment à ce niveau-là où il faut être vigilant. Justement, sur les vestiaires, hein, donc cabines à usage individuel et à privilégier, évitez, si vous pouvez, condamner les cabines collectives. Voilà, et si ce n'est pas possible, limiter le nombre de personnes qui y ont accès. Le nombre de casiers vestimentaires n'est pas limité, mais il faut quand même veiller à sensibiliser les usagers qui pourront désinfecter ces casiers avec leur propre lingette si nécessaire. Douches toujours approvisionnées en savon, elles sont obligatoires. Par contre, limitées en nombre de personnes qui peuvent prendre leur douche en même temps. Pourquoi pas condamner une douche sur 2. Il peut être demandé aux baigneurs de ne pas prendre de douche à la sortie, justement pour limiter cette zone de potentiel contact entre les baigneurs. Et effectivement, ils prendront après leur douche de retour à leur domicile. Sèche-cheveux et aspirateurs sont interdits. Vous le comprendrez compte tenu des échanges qu'on a pu avoir précédemment. Donc, au niveau des bassins, les discussions en bord de bassin sont soumises aux règles de distanciation physique. Il faut faire en sorte que les agents, les usagers restent à distance l'un de l'autre de plus d'1 mètre les uns des autres. Les bassins sportifs, l'usage permanent des lignes de nage peut être proposé pour éviter les contacts. Comme ça, chacun garde une distance. Il peut y avoir plusieurs nageurs par ligne, mais au moins, ça limite le nombre. Dans les autres bassins de loisirs, pataugeoires, plaines de jeux aquatiques, un affichage doit rappeler leur responsabilité et la nécessité de respecter les gestes, les distances et les gestes barrières, enfin surtout la distanciation physique dans ce cadre-là, plus précisément. Voilà. Et bien expliquer que si cette distanciation n'est pas respectée, le bassin peut être fermé. Effectivement, on rejoint ce qu'on disait sur les centres de loisirs. Lorsque la distanciation ne peut pas être respectée ou n'est pas respectée, l'exploitant peut tout à fait décider de condamner cet espace-là. Les gradins, dans l'idée, sont accessibles uniquement aux pratiquants. Maintenant, ils peuvent être ouverts pour différents motifs. Et si jamais c'est le cas, il faut s'assurer du respect, là encore, de distanciation physique, avec des marquages au sol, des affichages et des messages appropriés. Voilà. Et bien sûr, informer donc les utilisateurs. Là encore, si ce n'est pas possible de faire respecter cette distance, les gradins peuvent être fermés. En fait, ce principe est applicable à l'ensemble des équipements de la piscine à partir du moment
où la distanciation n'est pas respectée, vous pouvez tout à fait condamner cet équipement. Pour les autres équipements sportifs, depuis le 22 juin, les activités sportives collectives sont de nouveau possibles, et même les sports de combat depuis peu. Et les principes qui sont similaires à ce qu'on a vu jusque-là. Donc des vestiaires collectifs ne sont pas mis à disposition pour le change. Ils sont ouverts uniquement, c'est-à-dire que les agents, les usagers, arrivent en tenue avant même de rentrer dans les locaux. Et les vestiaires ne sont ouverts que s'il est nécessaire de les traverser pour aller à l'aire de jeu. Je prends un stade de foot qui n'est accessible que par les vestiaires, on ouvre. Sinon, les vestiaires sont condamnés. Voilà. Une paire de chaussures spécifiques qui est apportée dans un sac qui reste en dehors de tout contact, c'est-à-dire qu'on arrive habillé, mais la paire de chaussures est mise au dernier moment et reste dans un sac qui, lui, est isolé. Chacun a sa bouteille d'eau marquée pour éviter les échanges. Lavage des mains à l'entrée et à la sortie de l'établissement imposé, soit donc lavage des mains ou distributeur de gel hydroalcoolique. Là encore, aspirateur, sèche-mains, sèche-cheveux, interdite. Voilà pour ce point-là. Sur les équipements sportifs, je ne sais pas si... Tu as coupé le son, toi. Tu vas parler, mais ton son est coupé. Pardon, j'ai coupé avant de parler. Oui, non, je me demandais si toi tu as eu des retours ou des expériences. Après, sur ça, les mairies sont autonomes. J'ai plus mis, là, on va dire pour information, mais c'est vrai qu'en général, ça a été vu avec la préfecture, avec d'autres autorités. Donc, on est peut-être moins, nous, sollicités. Puis, c'est tourné vers les usagers. Nous, on intervient plus pour les agents, même si forcément, l'organisation mise en place impacte les agents. Donc, je ne sais pas si toi, Christophe, tu as eu des éléments par rapport à ça. Oui, on a 2 piscines, nous, sur le secteur, dont une avec un grand centre aquatique avec un bassin extérieur. Notre difficulté, c'est le cheminement, tu l'as dit. C'est imposer aux gens de passer par le vestiaire, de se déshabiller. Et au tout début, c'était de récupérer leurs affaires dans un sac plastique. Pas question de les mettre dans les casiers. Et puis aujourd'hui, on utilise un casier sur 2, c'est-à-dire qu'on fait un nettoyage le matin. Il y a des rangs de casiers qui sont réservés et un nettoyage l'après-midi avec d'autres rangs de casiers réservés pour les usagers. Et entre les deux, nos agents nettoient régulièrement. C'est les histoires de déchaussage. C'est aujourd'hui le port du masque obligatoire dès l'entrée. Donc ça a changé. Donc il a fallu remettre de l'affichage. J'ai réexpliqué de la communication. C'est un peu compliqué. C'est imposé à nos maîtres nageurs lors de leur déplacement de porter le masque. Alors on les soulage quand ils sont sur la chaise en hauteur. Mais dès qu'ils doivent être en contact avec un usager, ils portent le masque. Et c'est, évidemment, tu l'as dit aussi, par exemple, les toboggans n'ont pas été accessibles tout un moment. Là, on en a ouvert 1 sur 3, je crois, de mémoire, ou 1 sur 2, je ne me souviens plus, à Toire, parce que il y avait trop de gens qui affluaient sur les toboggans. Et puis, au tout début, c'est plus le cas aujourd'hui, mais au tout début, en fait, c'était réservé uniquement aux membres du club, pour qu'ils puissent s'entraîner, qu'ils puissent nager, voilà, et vraiment les abonnés, en fait. On avait des abonnés, c'était réservé à eux. Pour te donner un ordre d'idée, on est en deçà des 80%. Et même sur la piscine de Saint-Varan, qui est une piscine ancien modèle, c'est des constructions des 1000 piscines qui datent des années 70. J'ai eu, le week-end dernier, 8 entrées. Donc, on est limité. Il commence à faire plus chaud, il commence à y avoir un petit peu plus de monde, donc peut-être qu'on aura plus d'affluence. Mais notre gros souci, en fait, c'était les circulations par rapport au bassin. Comme tu disais, il y a eu des normes qui ont été demandées au niveau du chlore, de la ventilation. Il a fallu qu'on augmente le tirage et le renouvellement d'air de la ventilation. Il y a plein de choses qui ont été imposées et qui ont été gérées par le service des sports de chez nous et qui nous ont présenté après ce qu'ils mettaient en place avec l'ARS, entre autres. Oui, c'est vrai qu'effectivement, selon l'affluence, c'est vrai que là, je pense que les piscines aussi, les gens avaient un peu, pas peur, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas forcément la préoccupation principale. Donc, effectivement, naturellement, il y a peut-être un peu moins de participants. Et oui, tu fais bien de le souligner, c'est vrai que j'ai omis de faire le lien, mais avec le décret là qui est sorti ce week-end, effectivement, pour tout ce qui est activité sportive, le port du masque est obligatoire lorsqu'on se déplace. Voilà, donc pas pendant l'activité, mais à chaque déplacement, un peu comme au restaurant, on ne met pas le masque lorsqu'on mange, donc là on ne le met pas lorsqu'on fait l'activité, mais dès lors qu'on se déplace, il faut le mettre, effectivement. Et donc les agents d'accueil aussi doivent bien entendu le porter. Merci beaucoup Christophe pour ces précisions et ces illustrations. Donc les derniers points,
pour arriver à la conclusion et on aura respecté le timing. Donc, c'est plutôt intéressant parce que le contenu était dense, j'avais peur qu'on déborde. En ce qui concerne les personnes à risque, le télétravail est la solution à privilégier. Donc là, on est de retour sur les agents et non plus les usagers. Mais voilà, si vous avez quelqu'un à risque et qu'il peut télétravailler, il faut le mettre en télétravail. Voilà. Ça concerne aussi les agents qui vivent avec quelqu'un qui est en situation à risque. Voilà. Donc, voilà. Donc il faut vraiment continuer dans cette optique-là. Lorsque le télétravail n'est pas possible, bien entendu, parce qu'il y a des situations de travail, excusez-moi, c'est que je vois une coquille dans le diaporama, c'est pour ça que ça m'a arrêté. En tout cas, deux lettres en gras qui sont restées qui n'auraient pas dû l'être. Effectivement, quand le télétravail n'est pas possible, parce que selon l'activité, on n'a pas tous des activités télétravaillables, il faut absolument mettre à disposition de l'agent un masque médical, un usage médical et pas grand public. Voilà. L'agent devra porter ce masque dans les lieux de travail, dans les transports en commun, et ainsi que dans les trajets domicile-travail. Et les déplacements professionnels, bien entendu. Cet agent devrait être vigilant à l'hygiène des mains et on aura un aménagement du bureau, soit un bureau seul, où il sera isolé, ou alors avec un écran de protection. En tout cas, il faudra vraiment veiller à l'aménagement et l'environnement de travail de cette personne. Ces personnes-là, donc à risque ou qui vivent avec quelqu'un à risque et qui ne peuvent pas télétravailler, peuvent aussi avoir consulter leur médecin traitant pour avoir un certificat d'isolement. C'est aussi une possibilité, mais en tout cas, c'est au médecin traitant de l'établir vu qu'on est sorti maintenant de l'état d'urgence. Voilà. Voilà. Et aussi, le protocole invite l'employeur à être très vigilant aux contrats de courte durée et d'autres types de contrats qui nous concernent moins, mais notamment aux contrats de courte durée, parce que souvent c'est un public précaire. C'est peut-être des agents sur lesquels on va être moins vigilant, donc vraiment une vigilance particulière sur ces publics-là. Le dépistage, là encore un vaste sujet. L'employeur a un rôle à jouer. Par contre, ce n'est pas à l'employeur d'organiser les campagnes de dépistage. Ça, c'est très important. Le rôle de l'employeur, là encore, c'est de se laisser porter, j'ai envie de dire, par les autorités sanitaires. Donc, son rôle, ça va être de relayer les messages nationaux des autorités sanitaires, inciter les agents symptomatiques sur le lieu de travail à quitter et à consulter sans délai un médecin, si possible par téléconsultation, pour éviter d'aller contaminer le médecin, et puis collaborer avec les autorités dès lors qu'on a un traçage de contact, un contact tracing. Voilà, répondre aux besoins, aux demandes des autorités sanitaires. Mais ce n'est pas à l'employeur d'anticiper. Voilà, vous n'avez pas à faire du travail en amont, c'est vraiment les autorités sanitaires qui vont vous dire, voilà, oui, recensez les personnes en contact, parce que on a tellement de facteurs pour être identifiés comme contact potentiellement à risque. Il faut avoir un contact proche pendant une durée définie, 1 heure, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a quand même pas mal de facteurs à prendre en compte. Donc ce n'est vraiment pas à l'employeur d'établir ces contacts-là. Les autorités de santé reviendront vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Et surtout, ce n'est pas parce que vous avez un agent qui a un doute qui va se faire tester qu'il faut commencer à l'annoncer, parce que vous allez risquer de créer un vent de panique, de faire une influence supplémentaire au niveau des tests et des services médicaux, et donc finalement d'enrayer la machine. Donc c'est vraiment là, c'est vrai que l'employeur a une vision globale de sa structure, mais il faut vraiment se fier aux autorités nationales qui, elles, vont avoir une vision nationale justement et globale de l'approche, et donc vraiment, sur ça, il faut leur faire confiance et suivre leurs indications. Donc ça, c'est très, 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 très important. Prise de température. Les autorités sanitaires ne recommandent pas de faire une prise de température de vos salariés, de vos agents. Donc, ce n'est absolument pas obligatoire et l'agent est tout à fait en droit de refuser la prise de température. Voilà. Donc, voilà, ça j'ai envie de vous dire, ne le faites pas, passez-vous-en et ce sera plus simple. Christophe, est-ce que tu veux réagir sur ces deux sujets-là, dépistage et prise de température avant qu'on aborde les derniers ? Oui, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a eu plusieurs cas. Alors, on a eu différents cas. On a des gens qui présentaient des symptômes qui n'étaient pas bien. Donc, la consigne qui avait été passée par la cellule prévention et les collectivités adhérentes, c'était de rester chez eux, de prévenir leur service qui ne se sentaient pas bien et de consulter leur médecin, voir le SAMU s'il y avait des difficultés respiratoires, etc.
sur l'ensemble des agents, on a passé une période sur un mois où, sans exagérer, j'avais entre 5 et 6 personnes qui présentaient, alors, à leur dire, hein, qui présentaient des symptômes et qui ont été testés. Du coup, sur le nombre d'agents, ça fait un peu plus de 70 agents testés. J'ai une personne positive et qui, malheureusement, l'a contractée. Elle est aide à domicile, cette personne, et elle travaille au contact d'usagers. Et elle l'a contractée suite à une personne qui est revenue de l'hôpital. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, en fait, c'est la caisse d'assurance maladie et l'ARS qui ont pris en charge tous les contacts et qui ont géré tous les tests qu'il y avait à faire autour. C'est-à-dire que si ça doit vous arriver un jour, en fait, il faut prendre contact directement avec l'ARS, bien sûr. Alors, évidemment, il faut envoyer votre agent soit chez le médecin, soit à l'hôpital. Ça, c'est la priorité. Mais derrière, il faut tout de suite prendre contact avec l'ARS et la caisse de sécu. Et c'est eux, c'est la CPM, qui prennent en charge et qui vont rechercher tous les contacts et qui décident qui va se faire dépister et qui ne sera pas dépisté, qui est en arrêt maladie et qui ne l'est pas. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous rajouter, dire que voilà, ça arrive régulièrement et que je te rejoins. À chaque fois que c'est arrivé, on n'a pas divulgué l'information, c'est resté au sein de la direction et de la cellule de prévention ou de la direction du pôle pour nous. Et on a attendu le retour du test de dépistage en sachant qu'on savait ce qu'avait fait l'agent. Notre boulot à nous, c'était de nous renseigner, de savoir quel travail faisait l'agent exactement, où il se situait, dans quel pôle, etc. Mais ça s'arrêtait là. Et dans 99% des cas, ça s'avérait négatif. Donc, il ne faut pas s'affoler. C'est bien, on dépiste, on teste aujourd'hui, donc c'est plutôt bien. Je trouve que c'est bien, c'est mon point de vue. Et ça permet malheureusement parfois de découvrir des cas. Oui, c'est vraiment ça. Voilà, se laisser porter, se laisser guider. C'est une bonne intention de vouloir être proactif et d'anticiper, mais finalement, ça peut enrayer la stratégie nationale et créer un vent de panique. Donc non, effectivement, laissez-vous porter. C'est vrai que nous aussi, qu'on était contacté par les collectivités, au début, on hésitait, et puis en fait, finalement, après confirmation de l'ARS notamment, effectivement, c'est à suivre. Alors c'est vrai qu'on a une remarque par rapport à un EHPAD où l'ARS demande de maintenir les contrôles de température. Donc vous confirmerez si je comprends bien les questions, mais effectivement à l'entrée des EHPAD, la prise de température est obligatoire et a priori il l'est toujours. Ça en fait c'est le guide sorti et valable pour les entreprises privées. Donc on l'a extrapolé au secteur public parce que nous en tant que fonction publique territoriale on est soumis au code du travail en ce qui concerne la partie prévention des risques, donc la partie 4 du Code du travail. Donc, on part du principe que c'est applicable. Mais effectivement, tout ce qui est EHPAD, vous êtes plus sur des établissements médico-sociaux, donc avec des normes particulières. Effectivement, voilà, votre référence, c'est l'ARS. Donc, effectivement, a priori, l'ARS maintient ses prises de température à l'entrée des EHPAD, ce qui peut s'entendre vu le public à risque dont vous faites partie. Un peu, en fait, comme sur les accueils, les centres de loisirs, où la prise de température, elle, est obligatoire pour les jeunes avant d'intégrer le centre de loisirs. En espérant que ça fasse le lien entre votre remarque et cette diapositive. En cas de Covid, on en a un peu parlé, bien entendu. Lorsque le cas est confirmé, donc après que la personne ait pu faire le test, voilà, la recherche des contacts est organisée par les acteurs de niveau 1 et 2 de ce fameux contact tracing. Les contacts évalués à risque, selon la définition de Santé publique France, sont pris en charge, placés en quatorzaine, comme l'a très bien expliqué Christophe. Voilà. Et effectivement, le rôle de l'employeur, c'est de recenser les activités pour que lorsque la personne en charge de faire ce traçage des contacts vous contacte, vous puissiez déjà lui donner l'agenda et les personnes avec qui cet agent a pu échanger. Donc les lieux publics, là on revient à des choses plus globales, mais depuis le 22 juin sont de nouveau ouverts les cinémas, les centres de vacances, casinos, salles de jeu. Alors comme on disait, avec port du masque obligatoire dans les cinémas, mais qui peut être enlevé pendant la séance, une fois que la personne est assise, avec un respect d'un siège sur deux. Là encore, c'est plus détaillé dans les liens que vous trouverez là en dernière diapositive. Depuis le 11 juillet, fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain, les croisières fluviales sont de nouveau autorisées. Si je l'ai mentionné, c'est juste parce qu'on est aussi dans un département où il y a des marais Poitevin, où il y a les marais Poitevin, donc avec potentiellement des croisières fluviales organisées. Voilà.
Tout ce qui est stade, hippodrome sont ouverts, mais ça après les acteurs des mairies le savent mieux que moi. Les salles de spectacle et activités qui rassemblent plus de 1500 personnes doivent faire l'objet d'une demande à la préfecture. Voilà. Et la jauge donc des 5000 personnes maximum est en vigueur jusqu'au 1er septembre, même si ce sera réexaminé mi-juillet pour voir si cela évolue au mois d'août. Voilà pour les principaux éléments. Et effectivement, là, vous retrouvez donc toutes les références, tous les documents qui finalement ont été synthétisés dans cette présentation. Tout ce qui est justement sur le décret, la récent, c'est le premier lien. Après, des sites de référence, le Haut Conseil de la santé publique, les sites du gouvernement, et puis le fameux protocole national de déconfinement. Et ensuite, des liens vers des guides plus spécifiques pour ce qui est donc ces 3 thématiques dont je vous parlais, centre d'hébergement et de loisirs, accueil des enfants de moins de 3 ans et équipement sportif. J'espère que, je ne sais pas si vous avez d'autres questions peut-être, vous allez poser au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des besoins. Christophe, Thomas, des remarques peut-être pour compléter? C'est vrai que Thomas, j'ai pris en charge les questions, je m'excuse, mais il y en avait peu, donc c'est pour ça que je me suis permis. C'est s'il y en avait eu plus, où là, il y aurait eu besoin d'avoir des synthèses régulières. Je ne les voyais pas forcément, puisque des fois, ça avait des questions en direct. Effectivement, selon à qui on l'envoie, c'était tout à fait. Bon, Christophe, un mot pour finir ou tout est bon pour toi? Non, j'ai trouvé ça plutôt très bien. C'est plutôt à nos invités qu'il faut poser la question. Et puis, voilà, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre, comme vous. Donc, non, pas de souci. Les participants, mais c'est plus une question pour tout le monde. Est-ce que vous avez constaté plus d'arrêts, TMS, RPS pendant cette période, de fatigue au travail? Alors ça me fait rebondir sur effectivement tout ce qui peut être retour d'expérience de cette période-là. Alors ce qui n'empêche pas aux participants de répondre, justement, voilà, est-ce que vous avez constaté un absentéisme plus fort, des difficultés des agents plus élevées? Christophe a l'air de faire non de la tête si je vois bien. Voilà, pas de son côté. Donc voilà, dites-nous si effectivement via le chat, si vous avez constaté des choses. Voilà, mais effectivement, il y a tout ce qui est retour d'expérience, parce qu'en termes de risque psychosocial, nous on le voit alors plus de manière qualitative justement que quantitative, mais avec des sollicitations et des structures qui ont des équipes qui ont été fragilisées par tout ça, notamment tout ce qui va être lié justement à la perte de RTT, à l'inégalité ressentie de certaines équipes de traitement. Voilà, tous ces sujets-là qui ont pu fragiliser les collectifs, ceux qui ont été très mobilisés, très investis, d'autres qui l'ont été moins de par leur nature, non télétravaillables ou qui n'étaient pas sollicités pendant cette période. Donc voilà, on s'aperçoit, nous, en tout cas, on a des retours comme quoi tout ça, ça a un peu fragilisé les collectifs. C'est vrai que les structures qui étaient déjà fragilisées, ça a peut-être parfois accentué les fissures qu'il pouvait y avoir au sein des collectifs de travail. On a mis à disposition sur le site de Santé Gestion des outils, justement, pour faire ce retour d'expérience. Alors, ça couvre pas tous les champs, mais ça peut être en tout cas un point de départ, à la fois un questionnaire individuel et à la fois un outil à utiliser en groupe. Donc là encore, c'était dans le lien avec l'invitation. N'hésitez pas à aller voir sur le site et puis à contacter plus précisément le service prévention. Nous, on pourra vous accompagner pour mettre en œuvre ces outils-là et un peu justement prendre la température des conséquences de cette période-là. Et du coup, il y a une remarque sur les coûts engendrés pendant cette période. Sont-ils plus importants à cause des EPI ou est-ce qu'il y avait certains équipements qui manquaient? Oui, effectivement, toutes ces questions-là, quels ont été les impacts financiers notamment de cette période et de cette crise et tous les équipements supplémentaires qu'il a fallu avoir. Je ne sais pas, voilà, si au niveau des participants, vous avez dû générer des dépenses supplémentaires, j'imagine bien que oui. Oui, les dépenses supplémentaires sont forcément générées, puisque tout ça, ça a un coût, l'achat des masques, etc., du gel, enfin voilà. Par contre, ça a un coût amoindri par rapport à une hospitalisation d'un de nos agents en animation ou des choses comme ça. Donc, il faut relativiser. Il suffit d'expliquer un peu à la collectivité que oui, du coup, ça a un coût. On va investir dans du masque, on va protéger nos agents. Plus qu'avant encore, peut-être, on va modifier des choses, mais derrière ça, à ma connaissance aujourd'hui, dans mon secteur, je ne sais pas vous, mais dans mon secteur, j'ai pas d'agent qui s'est retrouvé à l'hôpital hospitalisé. J'ai des agents, plusieurs qui ont été positifs, mais j'ai pas d'agent hospitalisé. Donc, je pense que c'est quand même plutôt bien.
J'ai vu une question là, de Blandine sur le certificat d'isolement. C'est un peu un débat, mais sur le principe, un médecin peut considérer qu'une personne est fragile. Il y a une liste des personnes fragiles qui a été publiée avec le premier décret. Et normalement, les personnes peuvent effectivement normalement bénéficier de télétravail quand ils peuvent. Pour l'instant, jusqu'au 31 octobre, je crois, mais éventuellement prolongeable jusqu'au 31 décembre. Après, c'est une situation, j'ai envie de dire, managériale complexe. On le voit, on l'a vu dans plusieurs situations, puisque quand c'est télétravaillable, comment opposer à l'agent le fait de revenir, et quand c'est pas télétravaillable, jusqu'où on peut considérer l'ASA et le déséquilibre que ça peut faire entre l'agent qui a une pathologie, hein, s'il arrête, c'est qu'effectivement il a une pathologie. Par contre là, quel est le statut? Est-ce que c'est ASA? Est-ce que c'est maladie ordinaire? On va regarder, mais c'est surtout si c'est pas télétravaillable en fait, c'est assez complexe. Oui, effectivement, c'est plus nos collègues du service RH qui auraient pu voir ça au niveau du statut. Mais effectivement, c'est au médecin traitant de définir si la personne peut bénéficier d'un certificat d'isolement. Donc, effectivement, et après, j'ai envie de dire, c'est vraiment le jugement du médecin traitant, qu'il soit dans ou en dehors des 11 pathologies. C'est-à-dire que j'imagine qu'il peut être dans les 11 pathologies, mais quand même ne pas avoir de certificat parce que ça n'a pas un impact très fort ou son contexte professionnel n'est pas en lien et n'a pas d'impact. Et à l'inverse, peut-être qu'on peut avoir des personnes qui ont une maladie chronique qui n'est pas référencée, mais dont le médecin traitant va estimer qu'un certificat d'isolement est adapté. C'est vrai que là encore, on est sur quelque chose qui est plutôt adapté au privé. Il faudra voir comment ça se traduit au niveau statutaire. Mais effectivement, j'avais cru aussi entendre de la part de mes collègues de RH, mais à confirmer si besoin, que l'ASA pouvait être prolongeable vraiment pour des situations adaptées. Mais bon, là, voilà, on s'aventure sur des terrains qu'on maîtrise moins, nous, en tant que préventeur, on est plus sur du statut. Et ce que disait Christophe par rapport à l'hospitalisation, c'est vrai que j'ai envie de dire la chance qu'on a entre guillemets au niveau professionnel, c'est qu'on est sur des gens, un public qui est moins concerné par les formes graves. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait un faible pourcentage, mais le principe est toujours que les personnes les plus robustes face à la maladie ne soient pas des porteurs sains ou porteurs peu symptomatiques pour contaminer les plus fragiles. Voilà, c'est plus en EHPAD où là, par contre, il y a eu des hospitalisations et des décès malheureusement dans ce cadre-là. On a une remarque d'une collectivité justement qui parle oui, quand même de fatigue, de lassitude, de peur de certains agents face au virus. Hein, c'est vrai qu'on a tous réagi à notre manière. Moi, j'ai vu des personnes pleurer le mardi du confinement. Voilà, c'est vrai que chacun a réagi à sa manière. Hein. C'est quand même un événement non habituel et potentiellement marquant avec des informations morbides qui venaient quotidiennement. Hein. Je sais que beaucoup ont choisi de limiter leur source d'information pour justement éviter tous les jours de faire le décompte des morts. Et en plus, c'est que c'était assez répétitif. Manque de reconnaissance ressenti par certains agents, mais effectivement, entre ceux qui sont investis, ceux qui ne sont pas investis, mais qui l'ont mal vécu aussi, parce qu'ils culpabilisaient par rapport au retour que j'ai pu avoir dans des collectivités, mais des agents qui culpabilisaient de ne pas pouvoir aider leurs collègues. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cas et c'est vraiment important de faire un débriefing, un retour d'expérience de cette période. Effectivement, à l'inverse, certains services se sont rapprochés. On a aussi effectivement vu ça, des services qui du coup se sont soudés dans l'adversité. Alors là, je ne les détaillerai pas ici, mais ça rejoint des concepts de psychologie sociale avec le but plus important qui va finalement fédérer le collectif dans une action. Voilà, donc là, c'est un peu ce qu'on a aussi. Alors, c'est un peu qui tout double, puis c'est que ça dépend d'autres facteurs externes. Disons que l'adversité peut soit souder, soit fracturer. Mais effectivement, par contre, il n'y a pas eu de cas avérés au sein de cette communauté de communes depuis le début de la crise sanitaire, ou en tout cas, ça n'a pas été des cas connus. Très bien, mais écoutez, je vous remercie tous en tout cas pour votre participation. Le service prévention espère pouvoir mener de nouveau des événements de cette nature-là. L'objectif, c'est plutôt d'être sur un guide élu, employeur, quelles sont les nouvelles obligations. Donc ça, plutôt pour la rentrée de septembre. Sous réserve qu'il n'y ait pas de deuxième vague, ce que personne ne souhaite bien entendu, mais sous réserve du contexte sanitaire. On fera peut-être un petit focus sur les écoles parce que j'ai bien senti que c'était une demande, donc à voir comment on pourra l'organiser pour la rentrée. Est-ce qu'on fera d'une pierre deux coups, est-ce qu'on fera des événements séparés, ça on verra, mais dans tous les cas, on vous tiendra au courant et on vous remercie vivement pour votre participation. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et le service prévention reste à votre disposition du centre de gestion, mais aussi de la communauté de communes du Torcet pour ceux qui sont concernés. Merci beaucoup, au revoir.